Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Basile. Salut Basile. Salut, comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait un petit moment que je te suivais sur LinkedIn. Il me semble que la première fois que je t'ai découvert, c'était avec une vidéo d'Oussama. Je pense que vous étiez à Dubaï à ce moment-là, qui présentait un peu ton parcours. Ok. Et puis j'ai vu qu'on avait un peu un passé commun d'une certaine façon, donc ça m'a forcément parlé. Et puis ça m'a vachement intéressé ce que tu disais, donc je me suis dit que ça pourrait être très cool de te recevoir. Je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. Je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter pour me dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci en tout cas à toi pour cette invitation. Alors je m'appelle Basile, je suis natif parisien, j'ai 34 ans. Je travaille essentiellement actuellement dans le monde de la tech, l'entrepreneuriat, le sales, etc. En ce moment, on en parlera peut-être un peu, mais entre deux projets, donc j'ai pas une spécificité professionnelle actuelle très très définie, mais mon champ d'expertise, ça reste le sales, la manière dont les entreprises vendent et spécifiquement les entreprises de la tech. Avant ça, on a des traits communs dans notre passé puisqu'on est passé tous les deux par l'armée, mais je suis aussi passé par le monde de la nuit nulle et la belle nuit. Okay. Et de fil en aiguille, arriver jusqu'à fonder des entreprises de SaaS, etc. Et puis reprendre des projets. Et avec un goût maintenant aujourd'hui très prononcé pour l'entrepreneuriat mais assez récent quand même. Ouais. Ok, génial. Écoute, on va aller en profondeur là-dedans. Avec plaisir. Je voudrais comprendre effectivement dans un premier temps pourquoi tu as voulu aller dans l'entrepreneuriat. Tu me disais qu'avant ton passage en institution, tu avais plutôt une case CDI. Pourquoi tu as voulu aller là-dedans et qu'est-ce qui te motive, tu vois, c'est quand même une vocation qui est assez coûteuse en énergie et en vie aussi bien pro que perso. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cet écosystème? Ouais, très bonne. Je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, c'est bien de planter le décor de avant. Donc avant l'institution. Enfin, quand on dit l'institution pour les gens qui qui comprennent pas, c'est l'armée. Souvent on dit ça entre nous. Ouais, personne ne dit, mais de comprend. quoi en fait, moi, j'ai eu le parcours un peu classique du piège. Enfin, du piège. Il y a du salariat. Il y a des gens qui sont heureux en salariat, mais en fait, j'ai commencé par faire beaucoup de boulots différents qui payaient bien, mais tu sais, un peu au black, pas forcément au black, mais à moitié déclaré, à moitié organisé, à moitié planifié, pas du tout sécure, etc. Et tu développes dans ce très jeune, hein, tu vois, donc marché, Rungis, le restaurant, boîte de nuit, etc. Tu développes dans ce genre d'environnement une espèce d'attirance pour la stabilité parce que tu l'as pas alors que tu travailles mais comme un bourrin. Et à côté de ça, moi, j'ai, comme beaucoup d'autres jeunes personnes de cet âge-là, eu des responsabilités assez tôt, familiales et autres. Donc, tu as des gens qui comptent, entre guillemets, un peu sur toi. Donc, tu as cette espèce d'appel de la stabilité. Alors que petit, t'es pas nécessairement très tenté par ça. T'es peut-être tenté par le côté ambitieux, chaotique et tout, mais tu vas vers la stabilité, puis un jour on te propose un contrat, puis on te propose tes premiers tickets resto, puis t'as ton 13e mois, puis c'est incroyable. Et puis tu rentres dans des tafs où, excuse-moi l'expression, mais tu fous rien quasiment, et t'es payé comme avant, donc tu peux cumuler avec d'autres tafs. Ça, c'est un peu comme ça que je suis entré dans l'ambiance, on va dire, contrat, alors qu'avant j'étais vraiment, tu venais, tu serrais la main du patron et tu bossais pour lui, et jusqu'à arriver dans le monde de la nuit un peu haut de gamme, donc dans les cabarets parisiens, du Triangle d'Or, etc., où j'ai eu la chance d'avoir des gens, par contre, très ouverts à des profils un peu comme le mien, qui m'ont donné des grosses responsabilités en face de grosses récompenses. Et donc, j'étais installé dans un beau CDI et que j'ai complètement planté par manque, entre guillemets, peut-être de sens, en tout cas de profondeur dans le quotidien, à planter dans le sens où j'ai arrêté ce CDI pour aller m'engager. T'étais au Crazy Horse, c'est ça? Exactement. Et après après les quelques années après m'être engagé, par contre, là l'incertitude est revenue, le chaos est revenu, mais malgré moi, puisque c'était le Covid. Et là, plutôt que de repartir, même si je suis quand même un peu, pour être très honnête, je suis un peu reparti vers des espèces de semblants de stabilité avec des petits contrats et tout. Mais très vite, c'est l'entrepreneuriat qui a pris le dessus parce que tu finis par t'habituer en fait à pas savoir dans 3 semaines est-ce que ça rentrera, ça va pas rentrer, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, ça a peu d'impact sur le présent, ça a évidemment un énorme impact sur l'avenir. Mais si tu arrives à gérer ça sans impact sur toi dans le présent, tu peux prendre des décisions beaucoup plus froides. Et puis, comme j'imagine toi avec ta carrière, t'as pris aussi de la bouteille, entre guillemets, t'es un peu plus épais, on va dire, en tant qu'individu. T'as assis certaines valeurs qui étaient peut-être un peu plus fluctuantes quand t'étais plus jeune. Et je suis arrivé dans l'entrepreneuriat en arrivant d'abord dans la tech, puis spécifiquement dans le sales, donc dans la vente
au sein des startups et des boîtes tech. Et l'entrepreneuriat, c'était plutôt une suite logique dans le sens où j'ai identifié des choses qui m'allaient pas dans mon itinéraire de sales, où je me suis dit, il y a beaucoup de gens dans mon cas, je le sais parce que je travaille avec eux quotidiennement, je vais aller proposer, entre guillemets, une solution, d'abord en freelancing, puis après en développant des offres, etc. Donc je pense qu'il y a l'itinéraire naturel de l'entrepreneur. Ça veut pas dire que tous les entrepreneurs sont comme ça, mais moi, j'ai pas eu l'idée de, tiens, je vais être entrepreneur. Ça, c'est pas du tout ça, mon itinéraire. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai chevauché les deux pendant longtemps, tu vois. J'étais salarié et en même temps, je faisais des contrats à droite à gauche. Mais ça s'apparentait plutôt à du freelancing. Alors, je dis pas que les freelances sont pas des entrepreneurs, parce que sinon, ils vont s'énerver. Ouais. Mais les freelances sont pas des entrepreneurs. Dans le sens où les freelances travaillent pour eux-mêmes, mais ne font que ce qu'ils feraient en tant que salariés dans une entreprise, mais ils le font de manière plurielle, au bénéfice de plusieurs personnes. L'entrepreneur, il construit des projets, il vend quelque chose qui peut être plus ou moins lié à son temps, mais il construit des projets qui vont potentiellement avoir une fin ou qui vont donner lieu à une prochaine dimension. Moi, les entrepreneurs, je sais pas toi quelle est ta vision, mais je les vois comme des gens qui enchaînent un petit peu des phases, des cycles, des idées, des opportunités, et dans le but de toujours évidemment step up ça peut être le niveau de vie, le gain, l'expertise, etc. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr. T'as rapidement une notion de management où en fait quand t'es seul, effectivement c'est du freelance et bon tu choisis un peu pour qui tu vas travailler. Bon, quand on a le luxe, hein, parfois tu prends ce qui te vient, mais effectivement c'est un peu t'es un indépendant, quoi. Voilà, donc t'es une force mobile que tu peux manager, une variable un peu d'ajustement. Et puis de l'autre côté, quand t'es vraiment entrepreneur au sens théorique du terme, qui est ça inclut des notions de management où tu vas avoir des équipes, et puis après ça dépend bien évidemment si tu proposes du service ou des produits qui sont des logiques forcément différentes, mais qui s'inscrivent pas forcément pareil. Et en tant qu'entreprise, tu vas mettre en place, garantir un certain niveau de succès, des valeurs, etc. Et ton challenge, c'est que tout ce que tu vas te délivrer à travers tes équipes soit du même niveau, alors que freelance, tu réponds de toi-même et en fait, t'as pas d'autres. Ouais, et puis il y a cette notion de construire. Ouais. Alors un freelance, il construit, mais quelque part à la fin de la fête, c'est ça. Voilà, c'est fini. Tout dépend de toi. Quand tu peux être dans le digital, dans ce que tu veux, mais que tu vendes des élastiques pour cheveux ou un SaaS que tu aurais éventuellement développé ou co-développé avec un cofondateur, tu as construit quelque chose et tu veux répondre à un problème, à quelque chose de réel, et tu vas aller te confronter à une situation, alors que le freelance, quelque part, il a déjà des acquis, puisqu'il vient, entre guillemets, proposer des services qu'il a validés en général. C'est ça l'itinéraire. Il y a des gens qui sont freelance from day one, tu vois. Ouais. Mais en général, il a validé l'expertise et la désirabilité de cette expertise dans le monde du salariat. Exactement. Et il est sorti de ce monde-là. Mais c'est une bonne antichambre. Ouais, attention. Hein. C'est exactement, c'est le terme que j'ai utilisé. On peut vite prendre goût. En fait, moi, je vois souvent des gens qui se convainquent de devenir freelance parce que ce serait la case indispensable intermédiaire jusqu'à l'entrepreneuriat, et qui restent dans le freelancing parce qu'en fait, ils ont rien à construire. Mais c'est très bien, c'est totalement OK. Et évidemment, ils vont découvrir le côté qu'on peut pas scaler son temps, qu'un jour il faudra se productiser, etc. Et ça bouge, hein, ça se développe. Mais on n'est pas obligé d'être freelance pour être entrepreneur. Et puis l'entrepreneur, pour moi, c'est un peu on va dire, c'est une nature. Enfin, c'est pas parce que t'es patron, c'est pas parce que t'es freelance, c'est pas parce que t'as une boîte que t'es entrepreneur. Même si en vrai, sémantiquement, si. L'entrepreneur, pour moi, il est tout le temps en train d'essayer de bouger les choses, et comme je te dis, il y a cette espèce d'idée de mouvement. Il enchaîne. Il y a des gens qui crachent sur les gens. Genre, par exemple, en 2013, tu vas avoir un type qui vend des caleçons. Tu le retrouves en 2018 à la télé. Finalement, il a la première agence de SEO mondiale. Mais c'est ça un entrepreneur, en fait. Ça peut être même simultané, tu vois. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit, qui essaie de prendre quelque chose, qui essaie de se faire sa part. Ouais. Il y a du sens parfois, des fois il y en a pas, des fois il y a une histoire d'entasse, enfin tu vois, c'est très chaotique, et c'est pas un truc tout droit. Enfin en tout cas moi je l'ai pas vécu comme ça. Je sais pas comment toi tu le vis. Ouais. Mais entreprendre, c'est mener à bien un projet. Donc effectivement, tu construis quelque chose et tu exécutes pas une simple mission. C'est ça. C'est la différence. Et puis tu as une part d'incertitude qui est majoritaire, quoi. Ouais. Même si tu te racontes que t'as la vision, jusqu'à temps jusqu'à ce qu'elle soit remise en cause par le marché, quoi. Exactement. Ton job, c'est de survivre jusqu'à demain, et demain aura des nouvelles. C'est l'étape. Puis tu le vois quand tu finis par fonder ta boîte, qu'en fait ton job, c'est de gérer les problèmes. Hein. Alors, les mecs qui pensent que les quotidiens des CEO de boîtes, c'est
de passer dans les podcasts et de faire des posts LinkedIn, ça c'est la partie délicieusement reposante entre guillemets. Et le reste du temps, c'est le camion il s'est planté sur la 6, le mec il est pas venu, l'autre il a démissionné, eux ils ont couché ensemble et en fait ils sont frères et sœurs. C'est compliqué, tu vois, c'est plus ça le quotidien en fait. Ouais. Et alors, pourquoi la vente? J'imagine que c'est de par peut-être ton passé sur les marchés, etc., ou cette filiale un peu commerçante, très humaine? Pas du tout. Ah ouais, ok. D'ailleurs, sur les marchés, moi j'étais beaucoup plus, alors à ma petite échelle, j'étais beaucoup plus connu sur les marchés, on précise, de fruits et légumes. On parle pas de trading ou de... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le marché Rungis. Le marché, voilà. Resté sur ça. J'étais beaucoup plus connu. Alors j'ai toujours eu un contact agréable avec la clientèle, etc. Mais pour ma force de travail, dans le sens, tu sais, dans le marché, il y a un gros sujet, c'est la déballe et la remballe, tu vois. Et il faut que ce soit bien fait, vite fait, et ça fait mal à la tête 4 heures du matin, les bras dans le... Et donc, il y a un vrai sujet de est-ce que les petits bonhommes que t'embauches et les petites nanas que t'embauches, est-ce que c'est des tapes dedans ou est-ce que c'est des branleurs? Après, la partie vente, c'est toujours intéressant. Ouais. Non, en fait, parce que je déteste les gens qui font je sais pas pourquoi j'ai développé une allergie avec ça. Et il faut pas, mais c'est pas grave. J'aime pas les gens qui font des évidences rétrospectives hypocrites et douteuses de maintenant je suis vendeur, donc je peux très bien relier ça au fait que quand j'avais 8 ans, à l'anniversaire de ma cousine, j'ai joué à la marchande ou au marchand, donc j'étais prédestiné ou je sais pas quoi. Non. Moi, j'étais pas du tout prédestiné. Par contre, quand je suis sorti de l'institution et que j'ai dû me redémerder pour trouver un travail, je suis arrivé dans une boîte où un jour on a testé le potentiel commercial des gens de la boîte, dont moi, parce qu'il y avait un sujet d'expansion et qu'il fallait qu'il y ait plus de gens, c'est-à-dire plus que la CEO en fait, qui se mettent à potentiellement développer l'activité. Et j'ai rencontré quelqu'un d'assez phénoménal qui est spécialisé dans la détection de profils commerciaux d'un certain niveau et qui m'a fait rencontrer toute la notion, tu vois, de soft skills, de cognitif et d'évaluation autre que diplôme, machin. Et qui m'a dit, Pépère, il y a un boulevard déjà dans la vente, dans le côté commercial, développement, notamment dans la tech. T'as l'air d'avoir une appétence tech, mais en plus t'es plutôt bien. Donc vas-y, hésite pas. Et moi, une fois que tu m'as dit ça et que je suis convaincu, donc je suis vraiment pas tombé dans la vente volontairement. Et par contre, une fois que j'ai mis le doigt dedans, j'ai été pris au jeu. Et c'est aussi ça qui m'a fait découvrir, on va dire, certaines limites de ce qu'est être dans la vente en France, dans les boîtes, notamment dans les boîtes, comme je t'ai dit, tech, plutôt start-up, etc. C'est la limite de, bon, maintenant que vous êtes là, démerdez-vous. Moi, c'est pas trop ma philosophie. Si tu veux quelqu'un, surtout quelqu'un qui rentre de l'argent, en fait, littéralement sur le compte de la société, si tu veux que cette personne, elle fasse mouche à chaque fois, même si on n'est pas facile et impossible peut-être, bah c'est bien si on met le paquet quand même pour vraiment augmenter le niveau de manière volontaire, même si on n'y arrive pas toujours. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes de par moi et mes collègues à ce niveau-là. C'est un milieu qui faisait face à l'époque où je suis rentré à une littérature et une documentation accessible, surtout au niveau francophone, ultra datée. Mais quand je dis ultra datée, c'est limite un sketch. Et quelques propositions, tu vois, de gens qui vont développer de l'expertise, qui sont des espèces de caricatures, qui étaient en tout cas des caricatures du commercial des années 90. En année 2020, dans la tech française, si tu veux, c'est pas du tout le même métier. Et donc je me suis dit bon, on va aller travailler là-dessus. Et c'est comme ça que petit à petit, je te dis, je suis venu à d'abord aider mes confrères et mes consoeurs, et puis proposer justement, jusqu'à même aller former en école. Et tu vois, c'est pas forcément faire un produit absolument et vendre, tu vois, mais donc voilà, la vente, c'est un peu plus imposé à moi que moi je me suis imposé à elle. Et tu t'y plais là-dedans ou tu fais ça parce que généralement on s'y plaît quand on est bon, donc j'imagine que ça participe, tu vois. Ça je sais pas, tu vois. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on est bon dans ce qui nous plaît ou est-ce que ce qui nous plaît, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si. Est-ce qu'on finit par aimer ce en quoi on est bon, ou est-ce qu'on est forcément bon dans ce qui va nous plaire naturellement, tu vois. En fait, moi, c'est paradoxal, c'est-à-dire que la vente en soi, si mon job c'était que de vendre, c'est pas un taf qui me plaît. Littéralement. Et mes anciens managers le savent, et ils savent que je suis là-dessus un peu ambigu par rapport à d'autres qui vont t'expliquer que ça les rend heureux. Par contre, très vite, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à trouver des moyens, d'augmenter la performance, sans jamais, évidemment, alors il y a tout, moi c'est jamais de manip, de hack, de machin, de on tord le client, non, c'est que entre guillemets de l'intelligence et de la pédagogie, tu vois, de comment on fait pour développer la performance de quelqu'un qui vend. Et par contre, dès que j'ai basculé dans la transmission, plus que dans l'exécution de ces choses-là, là oui, j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ça, et ça me plaît beaucoup. Donc du coup, on est plus... C'est un autre exercice. Voilà. Le sujet reste la vente, mais je suis plus celui qui va vendre, même si on se vend soi-même quotidiennement, tu vois. Ouais, bien sûr.
Bah, c'est intéressant comme démarche et comme prise de conscience parce que c'est vrai que ça s'inscrit sur un temps long et nécessairement alors, beaucoup font de prime abord exercent une fonction qui leur plaît pas forcément, mais ils arrivent à trouver du plaisir dedans d'une certaine façon, ce qui est indispensable pour perdurer, sinon Bien sûr. ça finit mal. Non, c'est sûr. Mais ok, donc la transmission et aujourd'hui, vers quoi tu aspires? Tu me disais que tu étais sur un projet sur lequel tu travaillais, mais tu m'as dit que aussi il y en avait certains qui avaient jamais trop vu le jour. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ce vers quoi tu as envie de te diriger Ouais, bah là effectivement, je reviens de on va dire des funérailles de 2 projets. Tout le monde sait que les funérailles de projets sont jamais définitifs en général, mais un projet de SaaS un peu insolent qui me tenait à cœur de sortir, qui était une espèce de pour teaser le truc, qui était un outil qui rendait possible la détection de la viralité sur les posts LinkedIn. Ok. Mais avant la viralité. Ouais. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là, sans rien montrer, les gens pensent que c'est impossible, mais en fait si. Donc il y avait vraiment un truc. Et bon, finalement, c'est un projet qui a été mis en stand-by pour des raisons plutôt légales et de modèle business, et qui finalement est descendu dans la liste des priorités des autres personnes avec qui je travaillais dessus, qui étaient eux beaucoup plus sur la tech et qui sont allés sur des projets monstrueux. Donc on peut pas en vouloir si tu veux. Donc c'est plus ça. Et après un deuxième projet qui était un projet de un peu VC qui donnait l'accès, si tu veux, à l'investissement en start-up de luxe. Ce que j'appelle start-up de luxe, c'est en start-up de la Silicon Valley incubées chez Y Combinator, au commun des mortels, et dans des dimensions très accessibles, un peu comme fait Anthony Bourbon et Blas, mais là vraiment sur les batchs de Y Combinator, donc les startups qui théoriquement font partie de la Ligue 1 mondiale, et il y avait une espèce de sujet de transformer ça pas seulement en produit, mais en perks employés, donc en avantage salarial, et donc que ce soit les boîtes qui proposent ça en étant clientes chez cette entreprise donc qui n'existe pas finalement, aux employés comme un bénéfice, si tu veux. Voilà. Bon, finalement pour des raisons d'une part personnelle entre mon associé et moi, personnel dans le sens des choses de la vie perso, et des problèmes et des grosses limites légales malheureusement, en tout cas de lenteur, nous ont fait en décrocher le truc. Mais donc voilà, donc deux petits enchaînements pas dramatiques, hein, mais bon, tout le monde connaît ça, mais c'est des décisions. Tu prends des décisions de ok, je garde pas la branche indéfiniment dans la main parce que en fait je perds mon temps, et donc la question de vers quoi tu veux te diriger, comme je te disais un peu en off, il y a cette sensation de partir from scratch, donc ça tombe bien d'être dans ton podcast aujourd'hui, mais de repartir de zéro, mais qui devient avec le temps toujours un peu plus hypocrite dans le sens où plus t'enchaînes les projets et même les échecs, plus t'es quelqu'un d'autre et on va dire plus t'as de skills et d'armes disponibles et mobilisables après, même si tu repars de zéro, en fait, tu veux gagner ta vie aujourd'hui, t'es dans ma peau, tu vas vendre ton expertise sales, tu vas vendre ton conseil, ta stratégie, éventuellement un produit que tu bricoles, tu vois là, t'es plus vraiment à poil comme quand tu démarres de zéro, de chez zéro et que t'as pas encore ouvert ton premier bouquin et appelé ton premier prospect, tu vois. Mais j'aimerais me diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus c'est un vrai sujet à l'heure actuelle, hein. Je tanne pas mal mes quelques conseils proches sur le sujet, mais un truc qui toucherait plus à la créativité et à comment éventuellement monétiser la créativité et trouver un business model très solide à mettre derrière les gens qui sont en excédent de créativité, étant donné j'estime que la majorité est en déficit de créativité. Moi, j'ai la chance de faire partie alors sans parler de la qualité de la créativité, j'ai la chance de faire partie des gens qui sont largement en excédent de créativité. Et à part dans les dîners entre amis, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Et en fait, on se rend compte que faut peut-être essayer de trouver un moyen d'aligner une offre et une demande, mais comment on sait pas trop. Mais il y a vraiment des besoins. Et quand je tombe sur on va dire des pairs, des gens qui sont pareils en excédent, on a tous ce problème d'être un peu esclave de notre créativité et de subir, alors qu'on devrait en avoir. J'aimerais qu'on en tire des fruits, qu'on en tire des bénéfices. Et il y a forcément un endroit où ça va pouvoir se faire,
pas que anecdotiquement dans ton job plan-plan où une fois t'as été créatif, c'est intéressant. Donc je sais pas si c'est très cousu ce que je te raconte, mais c'est créatif en termes d'idéation, d'idées de projet, d'idées de processus, de tout. Okay. C'est le problème, c'est je sais pas comment tu pourrais étymologiquement dire ça de manière, c'est l'omnipotentialité de la créativité qui fait que c'est très compliqué à cibler. Je pense que ce serait une erreur de dire c'est pas grave, vu qu'on n'arrive pas à le cibler, on va le nicher pour au moins commencer quelque part, parce qu'en fait tu peux pas te rendre compte de l'envergure de la créativité de quelqu'un si justement tu niches. Voilà. Et ce côté omnipotentiel un petit peu tu peux très bien avoir la meilleure idée. Tu vois, il y a 2 semaines, je faisais tout le branding du podcast d'un ami qui va se lancer, nom, DA et tout machin. Pour moi c'est anecdotique dans le sens la créativité ne demande pas d'effort, contrairement à ce qu'on pense. Elle demande pas un effort, par contre, elle demande à être en mesure de l'accueillir et tu sais, ils ont un mot en anglais, enhancement. C'est augmentation, si tu veux. Mais il faut que tu aies une espèce d'incubation qui va te permettre éventuellement, si tu es sensible à l'idée qui vient d'atterrir, de la rendre un peu plus balèze pour la concrétiser. Et c'est tout un savoir-faire entre guillemets, mais t'es aussi très passif en fait. T'es juste le cervelet dans lequel c'est arrivé. Et après il y a le côté vas-y, tu la donnes à celui qui va l'exécuter ou qui va essayer de l'exécuter. Mais c'est 2 trucs complètement différents. Est-ce que c'est de l'idée mais au service d'une vision déjà établie? Je m'explique. T'as le projet, tu veux faire ça. Mais il y a tout à construire, mais tu sais que l'idée, il y a un marché derrière et justement là tu vas faire une DA, tu vas faire des process, tu vas machin, etc. Ou est-ce que c'est le 0 to 1 finalement de l'émergence de quelque chose? Ça peut être les deux. C'est une très bonne question. Ça peut être les deux. C'est beaucoup plus facile et activable quand il y a déjà quelque chose. Sauf si vraiment il y a 0 inspi. C'est vraiment un truc. Mais c'est beaucoup plus facile de générer des idées, surtout pas à la demande, contrairement à ce que les gens pensent. Tu sais, c'est j'ai vu qui a écrit la meilleure manière de pas avoir d'idées, c'est de vouloir en avoir une ou de faire un brainstorming, tu vois. Mais par contre, le fait, tu vois, moi, je sais que demain, par exemple, ma femme me présente des amis, ils sont entrepreneurs, ils veulent monter une boîte dans tel domaine. Tu vois, on va discuter, ça va commencer à mettre des notions dans ma tête. Dans la semaine, potentiellement, au moment où je vais marcher, où je vais avoir une idée. Cette idée-là, moi, j'ai mes méthodes, enfin, pas mes méthodes, mais j'ai ma manière de procéder. Et très, très vite, je peux arriver avec un truc qui dit, voilà le nom de la marque, voilà l'axe, voilà moi, j'ai un petit péché mignon pour le vrai storytelling et pas le bullshit telling, mais vraiment, genre, comment t'articules les faits, les événements, et comment, dans le sens mécanique, tu vois, l'ordre, mais aussi les mots, etc., pour avoir un vrai poids, un sens. Et puis si en plus c'est aligné avec, tu vois, l'ADN des futurs fondateurs ou des futurs exécuteurs, c'est ça moi qui m'extasie. Et tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui va être un exécuteur. J'ai un ancien associé avec qui on a monté un super SaaS dans l'industrie métallique, qui est un excellent exécuteur. Je peux pas dire à un excellent exécuteur, putain, c'est ouf, t'es pas très créatif quand même. Parce qu'en fait, on s'en fout. Et moins il est créatif, presque, limite, mieux c'est, parce que la créativité vient avec un revers qui est sévère, qui est le flux permanent d'idées qui te décrochent l'une de l'autre, tu sais, il y a cette espèce de reproche éternel qu'on fait à une idée sans exécution, c'est que, en même temps, amène-moi un mec qui a fait un truc grand, qui a exécuté du vide. Il y a toujours une idée quelque part. Je dis pas qu'elle doit être grande, je dis qu'elle doit être là. Et plus ça va, plus je me dis, il y a un truc à faire dans ces espèces de Pokémon qui sont très, très prononcés dans l'idée. Si tous les jours, tu as 70 idées, dont 40% pourraient faire des business, marques, groupes, films, je sais pas, couleur de cheveux, potentiellement carrément concrètes dans le monde, tu vois, il y a des idées de merde, on le sait tous. Et les idées de merde sont quelque part aussi des moteurs pour en avoir des bonnes, tu vois. Ça passe souvent par là. Si c'est ton quotidien tous les jours, il y a peut-être un truc à faire. Enfin, parce que des autres qui ont zéro des idées, il y en a, tu vois. Et eux, par contre, ils sont un peu là à ronger leurs freins et à attendre qu'eux. Et puis, moi, j'ai vraiment deux potes, en l'occurrence, à qui j'ai donné l'idée de l'entreprise actuelle, tu vois. Les mecs, ils ont fait, OK, c'est des mecs qui leur dit, go. Tu vois, c'est des légionnaires. Ça, c'est tout droit. Et c'est tout droit. Mais par contre, tant qu'on leur donne pas une idée, ils vont avoir du mal à on va dire, à exécuter, parce que comme je dis, t'exécutes pas le vide, tu vois. C'est exactement. Mais c'est un peu une guéguerre de qui a raison. Non, il y a que l'exécution. Moi, tu vois, je suis très proche en ce moment des plus grands noms des business en ligne. Eux, c'est des machines d'exécution. L'idée,
on verra plus tard. Mais en vrai, il y a quand même une idée au départ. Ouais. Mais là où c'est légendaire, c'est l'exécution. Et je te dis pas que c'est pas vrai. Ouais. Mais imagine ce que tu peux faire avec des grandes idées si toi, t'as ce talent de... C'est vrai qu'elle est ponctuelle, par contre. C'est le moment 1. Et après, par contre, l'exécution, c'est le temps long. C'est est-ce que tu t'adaptes, est-ce que t'es résilient et tout. Mais donc, ouais. Donc, je sais pas encore vers quoi je me dirige en termes business là-dedans. Mais il y a un truc. Enfin, j'aimerais bien essayer. Tu sais. J'ai pas envie de mourir en essayant. Je suis peut-être pas jusque-là, mais il y a un monde, j'imagine, où les gens qui ont 14 idées secondes arrivent à en vivre. Tu vois, je te dis même pas d'être invité aux Oscars, mais au moins d'arriver à en vivre. Parce que et pas en étant mobilisé comme une compétence animale. Tu vois, genre, ah bah t'es créatif, bah va dans une agence de créa de pub. Mais non, parce qu'en fait, tu vas me demander d'être créatif dans une agence de créa de pub. Et c'est pas ça la créativité. La créativité, c'est complètement libre. C'est complètement, comme je te disais, il n'y a pas de récipient. Donc évidemment, tout ce qui est complètement hors sujet, hors intérêt, tu le conçois même pas, mais tu peux avoir dans la même journée la meilleure idée mondiale de nouvelle énergie renouvelable. C'est très peu probable que ça t'arrive si t'es pas quelqu'un qui est dans le domaine. Et du prochain podcast à succès. Enfin, il y a aucune raison que ce soit corrélé, tu vois. C'est juste un instant. On sait pas trop d'ailleurs, hein, d'où ça arrive, comment ça arrive. On sait qu'il y a je sais pas si tu vois qui est Cyril Villani. Oui. Très bien. Il travaille beaucoup sur ce truc-là. Bon, lui, c'est beaucoup dans l'ambiance scientifique, mathématique, mais il va se passer là. Toutes les grandes théories mathématiques qui ont amené à des découvertes sont des idées farfelues un peu, qui arrivent dans la tête de mecs qui essayent de résoudre des problèmes ou qui sont exposés. Et on sait pas trop comment ça arrive. Je suis pas sûr qu'on arrive à comprendre un jour comment ça arrive. Mais par contre, on peut pas en dénigrer la valeur, tu vois. Et je trouve que d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat, c'est un des vices de l'entrepreneuriat, c'est à l'heure actuelle, dans la communication française, en tout cas francophone, c'est de pisser sur ce terrain de l'idée, quoi. C'est de dire, ah non, c'est de l'exécution, et si t'es pas un exécutant, t'es pas un entrepreneur. Tu vois? Ouais, peut-être un peu plus en France. C'est sûr qu'un mec qui a que des idées, qui fait rien avec, il est pas entrepreneur. Ça, c'est écrit. Mais des machines d'exécution qui ont pas d'idées, qui font rien, j'en connais aussi beaucoup, tu vois. Donc ils exécutent pour les autres. Ouais, c'est sûr. Bah écoute, moi je comprends bien ce paradigme puisque c'est mon cas. Hein. Je suis beaucoup plus exécutif que dans l'idéation, qui est deux choses différentes. Hein. Franchement, c'est pas du tout les mêmes profils. Alors je me doute, enfin je sais un peu avec qui tu peux discuter et je me doute que vous avez réfléchi à pas mal de choses. En un sens, ça ressemble sur la partie business un peu à un startup studio. Et j'imagine que si t'y vas pas, c'est pour des raisons de modèle économique ou sur le temps long. Ça a été une voie, tu vois. Mais encore une fois, est-ce que ta mission, est-ce que ton objectif, c'est d'être un startup studio est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Moi, la réponse, c'est en fait, ce que je veux, c'est de trouver un modèle pour que ma créativité soit business viable, tu vois. Et en fait, faire un startup studio, c'est une manière d'exploiter la créativité, mais qui est pas la réponse, entre guillemets, à ma recherche actuelle. Après, dans 10 ans, si je suis encore en train de réfléchir, il faudra juste m'expliquer que je suis une sous-espèce de procrastinateur aberrant. Mais quelque part, il y a forcément un terrain. Mais oui, Startup Studio, c'est là où peut-être tu peux exprimer, à part dans les milieux artistiques, le plus le fait d'être créatif. Mais pour autant, tu monétises pas vraiment ta créativité. C'est pas ça que tu monétises. Non. Tu vois. Non, c'est sûr. Je comprends. Ok, super intéressant. Donc à voir comment ça va. Parce que j'ai vraiment, pour l'instant, pas énormément de pistes. J'ai un confrère, entre guillemets, qui s'appelle Matteo de Oliveira, que tu connais peut-être, qui est aujourd'hui un ex-Kudak parce qu'il est sorti maintenant. Mais lui, il est en train de s'embrancher là-dedans, mais il a choisi le côté créateur de contenu. Tu vois. Lui, il veut aider. Ce qui est très bien, qui est forcément va être extrêmement ténu avec ce que je suis en train de te dire, mais qui va être, pour le coup, vachement tourné dans l'accompagnement, donc quasiment dans l'exécution. Donc quelque part, on est dans le thème, mais on n'est pas dans l'acte de ce que moi je veux accomplir. Enfin, accomplir, j'ai rien, puisqu'il n'y a pas de piste pour l'instant. Mais par contre, je le garde à l'œil parce que ça va m'intéresser de voir ce qui va jaillir de ça, tu vois. Il a créé créateur.net. Exactement, créateur.net. Je voulais citer, je me disais, putain, j'ai oublié le truc. Et lui, enfin, tu verrais une discussion entre lui et moi, c'est lunaire. Ça part il faisait quel temps ce matin et 9 heures plus tard, on est en train on a reparlé en passant par Aristote. Enfin, c'est le problème d'être créatif et d'avoir des idées et d'être inspiré. Tu vois,
Donc ouais, pour l'instant c'est ça le chaos actuel. Ok, bah super intéressant. Quand tu parlais de Silicon Valley, je sais que maintenant tu passes beaucoup de temps à Dubaï, Ouais. qui commence, enfin pas qui commence, qui est une terre également d'entrepreneuriat parce que de façon très macroéconomique finalement, c'est une start-up. C'est exactement ça. C'est toujours fascinant d'avoir les retours d'expérience de ceux qui viennent de la Silicon Valley parce que c'est un monde à part. Toi, qu'est-ce que t'en tires? Quelle est la différence que tu vois? Alors pas forcément en comparaison avec la Silicon Valley parce que t'as peut-être pas eu d'expérience là-dedans, mais par rapport à la France en termes d'énergie, qu'est-ce que t'en tires? Quel est ton ressenti après quelques mois là-bas? Comment tu vis ça? Comme tu dis, hein, c'est ça, c'est une start-up en fait. Déjà c'est une boîte. Ouais. Littéralement, c'est littéralement une boîte. Hein, pas pour rien dire que le sheikh actuel, donc on pourrait dire le roi de Dubaï actuel, a même sorti un bouquin qui s'appelle Sheikh CEO pour parler des méthodes qu'il a pour appliquer à son management, sa vision, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui gère son émirat, puisque c'est un émirat, comme une entreprise. Ce qui pour moi est très sensé, hein, pour le coup. Parce qu'on ce qu'on va demander à une nation comme un émirat, ça va être de tenir des limites, d'avoir un budget, d'avoir une vision, d'arrêter ce qui marche pas. Enfin, dans une vision capitaliste, en tout cas. Exactement. Ouais. Et puis eux, ils ont un énorme sujet qui est l'attractivité. Ok, l'attractivité, c'est quelque chose que nous on comprend pas en tant que pays occidental développé, qui a tout à apprendre au monde et qui a tout fait, qui a tout vu, qui a fait toutes les guerres et ce qui est bien. Hein. Mais nous, à part pour densifier des zones d'activité touristique dans le Vercors parce que ça commence à être un peu mou, l'attractivité c'est pas un sujet. On pense qu'on est né avec. Et ça, c'est quelque chose qui pollue énormément les mentalités occidentales développées. Mais on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas été dans un pays qui est 0% attractif de base et qui a tout misé pour le devenir. Alors évidemment, tout le monde va dire oui, mais ça donne lieu à plein d'abus. Oui, si tu veux. Encore une fois, regarde la poutre dans ton œil avant de regarder la paille dans celui du voisin, tu vois. Mais là-bas, pour le coup, on parlait d'exécution, machin. Là-bas, il y a un mec qui a les idées, ou en tout cas qui paye les meilleurs pour avoir des idées. Donc il y a un endroit où il y a les idées. Par contre, si tu veux voir ce que ça veut dire l'exécution au niveau d'une ville-pays, parce que c'est un peu le truc de l'émirat, c'est qu'on sait pas trop ce que ça veut dire un émirat. Nous, ça ressemble à un département, si tu veux, tu vois, en termes de taille, de problématiques. Et bah va à Dubaï, tu vas voir ce que ça veut dire l'exécution, parce que quand ils décident quelque chose, dans 48 heures entre guillemets, c'est fait. Tu vois. C'est un peu l'extrême opposé des pays qui peuvent parfois être enlisés par des histoires et des systèmes de très longue date. Donc ça, c'est l'énergie qui en ressort. Il y a une grosse notion d'opportunité à Dubaï. C'est-à-dire que l'opportunité, c'est quand tu as une petite porte qui s'ouvre pour faire quelque chose, pour augmenter quelque chose, pour rencontrer quelqu'un, etc. À Dubaï, c'est quasiment en permanence tous les jours si tu sors de chez toi. Mais pas parce que les gens sont différents, c'est qu'en fait, les gens communiquent. Ils communiquent et ils ont pas de problème à te dire qu'ils veulent augmenter leur niveau alors un business qui veut pas augmenter son niveau de business, il faut qu'il aille en assez, mais même dans la vie de tous les jours, les gens ont pas de mal à te dire bah moi en fait j'aimerais bien que d'ici 4-5 ans avoir une plus grande baraque. C'est assumé mais full quoi, sans être ridicule en fait. Tu vois, c'est juste le but. Donc comme c'est que des gens comme ça, évidemment, je caricature et je généralise, qui communiquent, bah, les opportunités, elles sont violentes. C'est comme en fait, Dubaï, c'est comme un networking géant, tu vois. Il y a que des énervés un petit peu. Évidemment, c'est faux, c'est caricatural. Et il y a ce côté qui favorise l'entrepreneuriat. Je sais qu'ils ont des plans pour attirer le maximum de gens et de startups maintenant, parce qu'ils ont commencé par attirer n'importe qui, entre guillemets, puis après ils ont compris qui faisait quoi, comment, et donc ils ont voulu attirer une certaine catégorie de personnes. Donc l'entrepreneur en faisait partie, plus les ultra riches, etc. Machin. Les investisseurs ont été aussi une population qui les a beaucoup intéressés. Mais là, Dubaï se tourne vers vraiment un avenir qui va être de développer une économie réelle dans Dubaï, peut-être pour le reste du monde. Hein. C'est-à-dire, on peut vendre au Bénin comme au Luxembourg. Par contre, ça provient de Dubaï. Et c'est pas des mecs qui ont monté des boîtes légendaires en France et qui maintenant sont sur du global, sont positionnés à Dubaï, mais gèrent, tu vois, c'est vraiment genre qui émane de Dubaï. Donc ils font des plans
de partout. D'ailleurs, il y a plein de gens qui feraient bien des gens qui sont dans des shifts de vie, des virages à 90, des reconversions violentes, etc., qui ont des gros potentiels entrepreneuriaux. Allez voir le nombre d'incubateurs, de boîtes qui vous proposent de vous financer et de vous gérer sur la première année. C'est lunaire, hein. Et c'est pas du bullshit, hein. C'est-à-dire que quand tu y vas, que tu vois les boîtes, alors évidemment, comme partout, il y a des boîtes, tu grattes un peu la tête, tu te dis, attends, ils ont vraiment eu cette idée-là, mais par contre, il y en a, tu vois, un des amis qu'on a à Dubaï, il a une boîte dans le meuble qui cartonne, qui a une machine, tu vois, enfin, et qui est passé par ces espèces de processus d'accompagnement. Si t'es un entrepreneur, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent derrière toi pour exécuter chez eux, tu vois. C'est donc pas que à Dubaï, hein, mais à Dubaï c'est très exacerbé. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais et la propreté et la sécurité. Pour revenir dans le monde civil, entre guillemets, pas business, c'est un peu flippant, quoi. Tu vois, là, je suis arrivé il y a pas longtemps à Paris, j'avais perdu l'habitude de regarder où je marche, tu vois. Littéralement, c'est caricatural, hein, ce que je te dis, mais c'est vrai, par contre. Tu vois, et tu vois, tourner 3 heures pour se garer, faire un emprunt à la banque pour payer le stationnement, éviter de me faire bousculer par le toxico parce que je sais pas si c'est douché ce matin, plus éviter de marcher dans les 98 merdes qu'on pavent le trottoir de ma voiture jusqu'à le studio. Ça, c'est vrai que tu perds l'habitude à Dubaï, tu vois. Après, c'est pas le même régime de liberté. Enfin. Moi, j'aime bien regarder la notice des choses et après utiliser les objets. Moi, vivre à Dubaï, en tant que bon Occident blanc, en âge de combattre, comme on dit, donc le privilégié de base. Je suis pas encore richissime, donc évidemment j'ai plein de choses qui me sont pas accessibles, mais c'est un peu un jeu avec tous les cheat codes, hein. C'est-à-dire que y a personne qui t'emmerde, tout le monde c'est une ville de service, c'est très axé service, c'est-à-dire que ils ont compris que les gens avaient besoin que ce soit facile et rapide. Donc tout est développé là-dessus. C'est pas un luxe. Nous ici, ce serait perçu comme un luxe. Mais c'est juste que comme ils n'ont pas développé les infrastructures aberrantes que nous on a développées avec le temps par nécessité, les surcouches de ah ouais il manque ça, bah viens on met ça en plus et tout. Eux ils ont pris le problème à l'envers, ils ont dit ok tous les gens ont besoin d'essence. Bon bah les travailleurs un peu en bas de l'échelle, eux ils peuvent venir à la station. Par contre les 80% de la population qui sont blindés, on va leur mettre la essence chez eux. C'est comme ça. Bah qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer 20 000 emplois avec des mecs qui tous les soirs passent dans les rues et qui mettent ton réserve. Tu vois pourquoi on peut faire ça? Bah parce que là-bas on peut laisser les voitures ouvertes. Non, mais c'est sûr. J'aberre le truc, mais c'est un peu ça l'idée. Et en fait, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est l'avenir, je m'en fous, j'ai pas de position, tu vois. Par contre, tant que t'as pas été voir la chose, tu peux que théoriser. Mais quand tu le vois, tu bugs un petit peu quand même. Tu te dis, c'est différent, quoi, tu vois. Non, mais c'est un contrat et soit tu l'acceptes pas. J'ai vécu 4 mois à Abu Dhabi, en mission pour le coup. À Abu Dhabi, Abu Dhabi, ça commence à prendre la curve de Dubaï, mais c'est très différent, Abu Dhabi. C'est très, encore charia driven. Enfin, tu vois, c'est très différent. Dubaï, c'est une ville très administrative. C'est pas le même. Bah, c'est l'administratif, d'ailleurs. C'est un peu le cœur des Émirats. C'est la capitale, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est l'émirat, tu vois. Abu Dhabi, je suis passé en coup de vent, moi, mais tous ceux qui y sont me disent que c'est très différent, même si on y trouve des features communes. Bien sûr. Mais toute cette zone du monde tend à ressembler petit à petit à Dubaï par souci d'attractivité et d'économie. Hein. C'est-à-dire que l'argent du pétrole, c'est bien, mais déjà, même si, imaginons qu'ils aient encore une illimitée ressource, ce qui est déjà faux, la valeur de cette ressource diminue avec le temps et nos innovations et nos impératifs énergétiques. Donc leur revenu, pareil, même si je peux dire qu'avant de les fragiliser niveau ressources, faut y aller, mais ils y pensent eux déjà, c'est incroyable. Tu vas voir tous ces pays, Qatar, Émirats, Oman, Arabie Saoudite, tous ces trucs-là, ils ont tous un plan 2030 ou 2040. Tous. C'est à la mode. En fait, c'est pas à la mode, c'est que ils savent qu'ils ont des pivots économiques et des pivots sociétaux à faire, et ils sont en train de les faire. Et regarde le plan et tu vas dire putain, ça ressemble vachement à Dubaï qui aurait un budget illimité, tu vois. Un futur Dubaï. Je te parle pas dans la culture, hein, je te parle dans les infrastructures, dans les intentions. Tu vois, Dubaï, il y a des endroits dans le monde où il y a des endroits à Dubaï où tu as des écoles, pour l'instant personne ne les connaît, personne va s'amuser à évaluer, mais il y a une concentration d'enseignants de niveau élite et d'élite qui est incroyable. Attends que ces écoles aient du track record, attends qu'il y ait des gens de plus d'endroits dans le monde qui y aillent, et ça va devenir des références, tu vois. Il y a différents moyens, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'emploi est un vrai sujet en ce moment.
tu vois. Et pour créer de l'emploi, faut qu'il y ait des boîtes. Ouais. Faut qu'il y ait des boîtes mondiales, globales, etc. Donc tout ça, ça se crée. Et ce qui est fou, c'est de se dire que c'est l'échelle d'une ville, quoi. C'est un peu une ville, tu vois. Et donc, en tout cas, c'est à aller voir, parce que pour moi, c'est aussi intéressant d'aller voir ça que d'aller pour la première fois de ta vie, pour ceux qui ont le luxe de voyager en Inde, par exemple, tu vois. Comme d'aller en Amérique du Sud, de voir les écarts culturels sont pas que dans ce qui existe depuis 4000 ans. Hein. C'est hyper intéressant d'aller voir ce que c'est tu sais ce qui est la première activité de Dubaï. Pourquoi est-ce que Dubaï a été un point sur une carte à un moment donné? C'est pour je sais pas comment on appelle ça, la recherche, pas la pêche, la récolte et la revente de perles. Tu sais, des perles c'est pas des huîtres, c'est tu vois, les perles qu'on trouve dans les coquillages, c'est des coques. C'est les huîtres qui font des perles. C'est pas les Saint-Jacques? Non, tu vois de quoi je parle. Et c'était ça, le business. Perles de culture. Les perles de culture. Tu vois. C'était le spot où il fallait venir. Et puis, évidemment, ce truc-là, il a duré pas longtemps. Et le mec qui avait Dubaï en main à cette époque-là, il a eu la chance d'avoir un peu de pétrole à un moment donné. Je caricature l'histoire. Mais plutôt que de dire, il a compris que c'était pas illimité. Eux, ils ont très, très, très peu de pétrole, Dubaï, contrairement à ce qu'on pense. Il a mis tout l'oseille du pétrole dans l'avenir économique du pays, tu vois. Et donc, il a généré des infrastructures, généré des échanges, etc., etc. Donc, c'est incroyable au niveau social, au niveau économique, d'aller étudier cet endroit-là, qui, je le rappelle, n'est pas un endroit qui est peuplé par ces autochtones. Les gens comprennent pas. Ils disent, à Dubaï, les gens à Dubaï, c'est les gens d'ailleurs. C'est ça qui est c'est incroyable, tu vois. Il y a 80 ans, il y avait personne. C'est ça. Mais c'est-à-dire que on peut même plus parler d'une minorité tellement ils sont peu nombreux, les Émiratis. Et ils ont pas l'intention de peupler Dubaï. Donc, en fait, quand les gens qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam Dubaï critiquent Dubaï et les gens à Dubaï, ils se rendent pas compte qu'ils critiquent leur semblables, entre guillemets, en termes d'occidentaux. Parce qu'il y a, tu vois, c'est ça la population de Dubaï. C'est pas comme nous qui sommes des nations de l'ancien temps qui sont peuplées, alors évidemment avec les brassages de tout le monde, mais on a une espèce de population qui émerge de l'endroit, alors que là c'est l'inverse, c'est une population qui arrive dans l'endroit. Donc ça ne veut rien dire, il n'y a pas de culture à Dubaï. On parle d'une dizaine de pourcents d'Émiratis. Ah bah oui, et encore, hein, c'est plus la population grandit à Dubaï, plus la population émiratie se raréfie. Non pas qu'ils veulent pas vivre à Dubaï et qui se bat, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Tu vois, ils vont pas, il y a pas d'explosion démographique émirati, tu vois. Donc, mais ils sont là, mais ils sont très discrets et ils sont très investis dans pas mal de strates gouvernementales, administratives, etc. parce que ça fait un peu partie du deal avec le boss, tu vois. Le boss, c'est le cheikh, mais tu les vois pas, quoi. Enfin, tu vois, ils savent ce qu'est Dubaï. Ils savent quelle est l'intention. Le but, c'est de laisser la feature se développer et devenir un truc incroyable. Ou pas, hein. Ça va se casser la gueule, peut-être, j'en sais rien, tu vois. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué jusque-là dans ton expérience entrepreneuriale et qui t'a vraiment choqué en termes de différenciation entre ce que tu peux retrouver en France et là-bas, que ce soit en termes d'accessibilité, de facilité de mettre en place des choses ou de networking ou autre. Bah, j'ai envie de te dire, alors, ce que je vais dire est forcément faux dans plein de cas, puisqu'il va concerner que ma maigre expérience et les quelques relations que j'ai eues là-bas, mais j'ai un peu l'impression que dans les bonnes sphères, donc dans les affaires, tu vois, dans le business à Dubaï, le manque de fluidité et de facilité dans l'établissement et l'initiation d'un projet est perçu comme quelque chose de grave, tu vois, comme un manquement. Tu vois, j'ai l'impression, en tant que Français ayant vécu dans l'Hexagone quasiment toute ma vie, que c'est un peu l'inverse chez nous. Il a que 983 étapes pour monter sa boîte, lui. Attends, c'est quoi ce tout doux? Le gars, il veut quand même essayer de faire de l'argent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pas net, le gars. Là-bas, il y a ça et ce sont des pays où le terme, ça n'est qu'un terme, argent illimité, existe. Ça n'est qu'un terme, mais il existe. C'est-à-dire, l'argent n'est pas un sujet dans plein de trucs. Ce qui est un sujet, c'est qu'est-ce que ça va nous amener, etc. La France, comme plein d'autres pays, ce qui est normal, on a une notion économique qui est très différente parce qu'on n'a pas d'argent illimité. Mais cet état d'esprit de l'argent illimité qui est absolument réservé à une élite qui peut se le permettre, ça te casse la tête parce que quand tu es dans une discussion où l'argent n'est pas un sujet, étrangement, t'es pas meilleur, mais tes propositions ont un goût totalement différent. Tu vois. Alors parfois la contrainte est mère de vertu et de créativité, mais le gros budget aussi. Quand tu peux faire ce que tu veux, bah si tu fais de la merde, ça va se voir 10 fois plus. Mais si par chance tu fais un truc bien, ça va se voir aussi 10 fois plus. Tu vois. J'ai pas d'histoire concrète à te raconter, puis moi ça m'a pas concerné, mais j'ai été témoin de gens
dont on a sollicité les expertises, à qui on a dit, l'argent, c'est pas l'argent, le problème. C'est qu'est-ce qu'on va faire? L'argent, on l'a, t'inquiète pas. Voilà. Si t'es là que pour l'argent, t'es très vite spoté, tu vois. Et puis, t'as le droit de travailler pour l'argent, mais il faut que t'amènes de la valeur. Donc, je sais pas, les grosses différences pour moi, c'est ça. C'est l'intensité avec laquelle on a envie que les choses arrivent. Et c'est un peu avec la mode US où on veut que t'essayes, on veut que tu tentes le rêve. Par contre, si tu te rétames, tu te rétames. Il y a pas en France, on a un peu des spécialistes d'écrire des livres sur comment et pourquoi, c'est pas notre faute, à quel point on a échoué. On s'en branle là-bas. T'as une mauvaise idée, t'assumes. On va pas te taper dessus si t'en as une deuxième. Tu vois. Par contre, il faudra accepter que on va se référer à ton track record, tu vois. Mais par contre, on va jamais te freiner à l'initiation. L'initiation dans le sens ignition, tu vois. Genre, allumer le moteur, là-bas, c'est un sport national. Tu vois. Et tu peux partir 3 semaines de Dubaï, revenir et voir des immeubles entiers que t'avais jamais vus avant. Tu vois. Alors, c'est complètement aberrant comme parallèle, mais c'est un peu, imagine que les immeubles sont des projets, tu vois. C'est un peu ça. Tu pars 3 semaines après, le gars qui avait juste une simple idée en tête, bah maintenant c'est bon, il a les bureaux, il a envoyé ses X talents faire le truc, il a le contrat avec le gouvernement, j'en sais rien, tu vois. Ah non, il y a des travers. Il y a un point faible à Dubaï, c'est les banques. Ah, ok. Les banques, c'est très compliqué. Je suis pas spécialiste du sujet, mais c'est très compliqué, notamment quand t'es professionnel. Et les banques sont tenues, pas propriétaires, hein, mais sont gérées par les Indiens. À Dubaï, il y a énormément d'Indiens, contrairement à ce que les gens pensent, énormément d'Indiens. Enfin, pas contrairement, mais dans le sens où les gens ne savent pas, mais et ils sont dans des jobs très administratifs parce que c'est un peu leur talent numéro 1, tu vois. Et c'est très compliqué. C'est le point faible. Le truc qui est un enfer, comme en France, niveau administratif, tu vois. Parce que les banques sont pas censées être une administration gouvernementale, c'est censé être privé, mais là-bas, t'as un peu l'impression d'aller demander ton extrait de date de naissance. C'est très compliqué, tu vois. Très archaïque. Tu vois. Alors que le reste est lunaire en termes de potentiel, enfin de futur, tu vois. Genre, bien sûr. T'as l'impression que t'es dans le futur un peu tout le temps, quoi. Donc, voilà. Ok, écoute, génial. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, alors t'as une position intéressante puisque tu as fait de la vente ta force et on sait que quand on est CEO d'une boîte, on est son premier vendeur. Et là, tu es dans le recommencement, donc dans le from scratch. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu ferais et ce que tu fais aujourd'hui pour redémarrer from scratch, aussi bien ce que tu fais que ce que tu ne vas pas faire de par ton expérience passée. Est-ce que tu peux nous partager un peu des éléments comme ça de sur quoi tu portes ton attention aujourd'hui, que ce soit en viabilité d'idées, de modèles économiques, comment tu raisonnes? Alors, déjà, ce que je fais pas, c'est, enfin, ce à quoi je résiste, c'est au pseudo-stress de putain, il faut vite que je trouve un truc, cette espèce d'urgence que tu te mets un peu à toi-même, même si c'est aussi le système et ton mode de vie qui te le met, hein, t'as des factures à payer. Mais en fait, plus tu subis ça, moins t'as de possibilités de trouver un truc intéressant à faire derrière. Parce que si t'es obnubilé par le fait d'attraper une branche pour pas tomber, le temps de réflexion avant de faire quelque chose qui va potentiellement t'emmener plus loin que le projet précédent, il est quand même très restreint. Donc c'est difficile à faire, mais comme je te disais, tu repars jamais vraiment from scratch. Donc capitaliser sur tes acquis, c'est aussi dans ces moments-là que tu te rends compte que c'est incroyable, c'est que tu peux survivre, accepter de survivre pour te laisser le luxe d'entamer le bon projet, tu vois. Survivre, c'est pas se mettre dans la merde, hein. Survivre, c'est tu vois, c'est entre-deux où ça allait et puis maintenant il y a plus le projet qui est en cours, on attend le prochain, mais on se laisse pas aller au point de rien faire. On va continuer à bosser sur des sujets, tu vois, mais qui sont pas les sujets qui vont nous emmener tu vois, je sais pas si c'est c'est le bruit qu'il faut pas laisser trop s'intensifier. Voilà, accepter le chaos dans le sens, de toute façon, il est tout le temps là et tu te racontes des histoires quand t'es dans un projet, quand t'es investi dans une entreprise et tout, tu crois que t'as plus ce chaos-là, mais en fait, il est là, c'est juste qu'il fait moins de bruit que ton projet actuel. Donc accepter ça, et puis il y a l'âge qui fait que t'es moins sujet à flipper, etc. Donc tu connais tes valeurs et puis tu connais le goût du sol. Si t'as eu la chance de vraiment t'exploser avant et tu sais que t'es remonté, tu sais que ça veut pas dire comme je suis déjà remonté, c'est pas grave, autant que je m'éclate, mais t'as pas vraiment cette aversion au risque total que t'as peut-être au début, tu vois. Donc ça, c'est très important. Et il y a des jours où t'es plus fragile à ce niveau-là. Donc il faut, quand tu sens que t'es en train de perdre pied et que tu vas prendre une décision drivée par ce truc-là, vas-y, c'est pas grave, je vais accepter un CDI ou je vais accepter tel contrat de merde parce que, si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Attention. Quand t'as pas le choix, y a pas le choix. Mais des fois, il faut vraiment se demander si t'as pas le choix, tu vois. Et ça, pour moi, c'est du courage, tu vois. C'est
Alors, faut voir à quel point ça t'impacte, hein. Si c'est dramatique au niveau personnel, familial, et etc., faut pas le faire, hein. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui font des choix qui vont desservir leur confort, leur quiétude et leur apparat social pendant un certain temps pour tenter d'arriver à l'opportunité qu'ils attendaient ou le timing, enfin pas le timing, mais tu vois, pour aller mettre la main plus profond dans le cambouis, mais en sortir quelque chose plutôt que de vite se dire, ah non, c'est bon, je reprends un CDI, comme ça tout le monde est content dans ma famille, plus personne n'a peur, je peux retourner faire des dîners et raconter que machin en mangeant des crudités, tu vois. Enfin, j'ai du respect pour les gens qui, le risque, c'est pas que de mettre all-in. Tu vois. C'est aussi de s'oublier en termes, tu vois, on a fait tous les deux l'armée, le côté confort, petite vie, petit train-train, on n'a pas besoin d'aller bien dans la vie, tu vois. Dans le sens, c'est pas un besoin. C'est quelque chose qu'on s'est habitué à éprouver continuellement et on est dans une société qui nous raconte peut-être qu'il faut absolument aller bien du début à la fin de votre existence, alors qu'évidemment personne n'y est jamais arrivé. Il y a des moments où on va pas bien malgré nous, parce que aléa de la vie, de machin. Mais des fois on peut choisir des laps de temps où on sait qu'on va pas aller bien parce que il faut y aller, tu vois. C'est pas grave. On l'a choisi. Et en fait, c'est même pas la même ambiance quand tu vas pas bien parce que maladie, parce que problème financier, parce que perte de quelqu'un, quoi. Et il y a une forme de courage à essayer de développer, donc c'est celle à laquelle je m'attache en ce moment. Tu vois, moi j'ai des amis, comme tu sais, tu m'as vu sur les réseaux et comme ça, qui sont dans des situations entrepreneuriales spectaculaires. Et attention à pas se laisser berner par le spectacle. Alors je dis pas que mes potes sont des faux entrepreneurs, mais ils sont monstrueux, mais on va toujours fantasmer dans le mauvais sens ce qu'est la vraie vie d'un entrepreneur de ces niveaux-là. Mais ça m'empêche pas de fréquenter ces gens-là en étant moi-même à l'heure actuelle entre deux, tu vois, complètement en suspension entre deux planètes et pas savoir dans quelle direction je vais. Au contraire, c'est dans ces moments-là où tu peux capter des choses que tu peux pas, auxquelles tu peux pas vraiment être sensible quand t'es la tête dans le guidon parce que t'as choisi ton projet, parce que tu te persuades que c'est là qu'il faut aller et que t'es dans l'avant, tu vois. Donc pour raccourcir tout ça, pas être faible face à l'urgence. Il y a pas d'urgence, ok. Être courageux et accepter l'inconfort et le choisir si nécessaire. Si t'as déjà l'idée, vas-y tout droit. Mais quand t'es vraiment from scratch, genre vas-y, je sais pas encore, accepte. Et ce que je fais à l'heure actuelle, je sais pas comment je consomme. Je t'ai expliqué en amont de ce podcast-là que c'est pas une honte, mais c'est un truc un peu non avoué que je consomme très peu de contenu en fait. Vraiment, déjà parce que j'ai beaucoup de mal à lire. En fait, pourquoi j'ai beaucoup de mal à lire? Parce que quand je lis instantanément, je réfléchis et donc en fait, il y a littéralement des fois où je suis devant une page et ça fait 25 minutes que je suis sur la page et c'est ma femme qui me dit ça va? Et en fait, j'ai bugué sur une ligne qui était certainement très intéressante ou inspirante et je suis parti, tu vois. Et c'est littéralement, et donc en fait, je lis jamais livre à plus de 10%. Mais j'ose jamais refuser un livre quand on me l'offre entre guillemets, tu vois. Mais attention, hein, j'ai beaucoup de respect pour j'ai même moi-même écrit, enfin tu vois, j'aime le fait que les gens écrivent pour cristalliser leurs pensées et les donner, et j'ai pas une très grande attention et une capacité à beaucoup consommer des contenus vidéo, même si moi j'en fais, tu vois, c'est paradoxal mais c'est le cas. Et donc là en ce moment je me force à consommer des contenus, mais je consomme des contenus d'un niveau et d'un environnement et d'un domaine qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que là, en ce moment, tu vois, je me fais des conférences d'Étienne Klein. Ok. Étienne Klein, pour ceux qui voient qui c'est, qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat comme nous. Enfin, qui est un chercheur en, je sais pas ce que c'est sa spé d'origine, tu vois, mais en physique quantique, mathématiques, ce que tu fais. Alors tu vas me dire, ouais, super. Bah écoute, t'as du temps. En fait, ça te tape tellement le cerveau, t'entends tellement de notions inconnues à la seconde que tu es obligé de te focaliser sur ce que tu comprends à peu près. Et ça, j'estime que c'est un peu comme aller faire du travail de résistance musculaire avec son corps. Faut pas le faire toute la journée, tous les jours, parce que je pense que c'est pas bon, tu deviens très vite fou. Mais tu te rends compte à quel point, t'as été dans une voie qui marchait peut-être ces dernières années, et t'avais des bordures que tu voyais pas forcément. Mais c'est pas parce que tu les avais à ce moment-là qu'il faut les garder. Tu vois, alors je dis pas que je vais faire un truc dans la physique quantique, c'est pas ça. Mais tu vois, en ce moment, le seul livre que je lis, je le lis pas, je l'écoute, c'est la biographie de De Vinci. Okay. Tu vois, qui est pas du tout une biographie, qui est une espèce de truc décousu, bordélique, qui est pas du tout structuré comme on pourrait avoir la biographie de Steve Jobs, par exemple, qui est très intéressante aussi. D'ailleurs, c'est le même mec qui fait les deux biographies, Walter Isaacson. Mais ça te met dans un environnement
tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les podcasts entrepreneuriaux où le mec il a fait sa levée de fonds et qu'il est content parce que c'est bien, mais en fait je pense que c'est bon pour fertiliser un terrain d'idées. Alors je dis pas qu'il faut, c'est pas une technique, hein, mais moi c'est ce que je fais et ça me fait du bien et j'estime que ouais c'est fertilisant. Maintenant il y a un moment il faut passer à l'action et je pense qu'avoir des conversations c'est aussi un bon moyen de continuer à répondre aussi aux problématiques de certaines personnes. Tu vois, moi, je continue à donner des conseils gratuitement, entre guillemets, à des jeunes sales ou à des jeunes head of sales dans les boîtes. Mais je le fais plus dans une optique de, OK, j'ai mon business, j'ai mon produit, je vais le closer sur cette offre-là. Je n'ai plus rien à foutre, tu vois. Tu m'appelles, on passe une heure ensemble. Évidemment, je vais pas envoyer autant de sauces magiques que si pendant 3 mois on faisait un business, on faisait un accompagnement, mais je vais te donner full valeur. Par contre, je vais continuer à m'immerger dans tes problèmes, dans la manière que tu as de les aborder et je vais pas rester centré sur ce que j'ai fait avant, tu vois. Je sais pas du tout si ça répond. Ouais, si, totalement. C'est super intéressant. Alors, c'est marrant que tu dises que tu es happé par une ligne et en fait, c'est presque incroyable. C'est toute je pense, c'est tout l'exercice de quand on écrit un ouvrage, le but c'est de faire voyager et inviter à réfléchir le lecteur. Sauf que toi, ça a un effet immédiat et je suis réceptif. Ouais, t'es ultra réceptif. Mais c'est violent et c'est pour ça que tu vois, j'ai les quelques écrivains que j'ai eu la chance d'arriver à lire. Moi, je suis très sensible au mouvement romantique et toute cette espèce de team de Hugo, Dumas et compagnie. Et en fait, ces gars-là, ils m'ont tué parce que à la fois ils sont très descriptifs, donc ils vont quand même te donner énormément de matière, tu vois. Mais ils te laissent un champ monstrueux où toi, tu peux complètement poser ton imagination, poser ta gamberge et ta créativité. Et j'ai pas trop lu des livres fermés. Et du coup, je suis un peu comme ça. Je suis un peu matrixé. Mais c'est ça aussi qui rejoint ce que je te disais c'est pour cette raison que j'espère en tout cas pas me tromper quand je te dis que quand des amis ou des proches ou des gens qui me sont recommandés par certains comme Oussama ou d'autres viennent pour que je challenge des idées ou que j'en trouve ou voir ce que je pense ou ce que m'inspire un projet ou quoi, ils repartent jamais à poil, quoi. Enfin, j'espère pas me tromper, mais ils repartent toujours avec un truc. Et pourquoi? Bah parce que la moindre chose que tu vas m'évoquer, en creusant un peu, parce que bon, réflexe sales, un peu de découverte, un peu de, ok, est-ce que je comprends bien l'idée et le positionnement? Bah, ça va vite inspirer quelqu'un de créatif qui va essayer de vomir un peu comme je fais là, une espèce de dialogue décousu, mais qui en soi va mettre des points intéressants sur la table et après il suffit de les prendre, de les structurer et puis il y a des champions de ça, de mettre en 4 lignes un truc que nous on a écrit en 900 pages, mais l'important c'est comme tu dis d'avoir fait réfléchir et d'avoir, parfois c'est juste tu as une espèce d'ostéopathie intellectuelle de, bah en fait t'as tout, mais t'as pas compris. Donc on va te mettre un petit coup sur la vertèbre et là, clac, d'un coup, tu sais, les modèles mentaux. Moi, j'adore ça, tu vois. J'adore être à l'origine de la réalisation de quelqu'un. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est pour ça que je fais des trucs en école beaucoup. Parce que les gens ont pas besoin qu'on leur apprenne des choses. Ils sont capables de le faire eux-mêmes. La connaissance est aujourd'hui tellement accessible que c'est du foutage de gueule de te raconter que moi, je sais un truc que tu sais pas. Par contre, peut-être que j'ai une sensibilité à te dire d'une manière au bon moment pour toi, qui est réceptif à cet instant-là, et que ça va te permettre de faire un pas de plus ou pas. Tu vois. Le même conseil dit à 2 moments différents. Exactement. Moi, je te dis, il y a des gens, moi, je peux pas le faire parce que je suis handicapé à ce niveau-là, mais je connais peu de gens et pour moi, c'est une marque d'intelligence, sauf quand on parle de romans et de choses divertissantes, mais qui lisent plusieurs fois le même livre à des périodes différentes de leur vie. Et pas des livres romanesques, dans le sens, c'est pour le divertissement. Quand tu regardes un film 2 fois, c'est parce qu'il t'a plu. Mais quand tu lis un livre un peu business, dev, machin, intentionnellement à 2 moments de ta vie, tu vas pas lire le même livre. Et ça, c'est incroyable. C'est que le récepteur est vraiment moitié de l'équation, quoi, tu vois. Et avec quelle intention tu lis le bouquin, alors qu'à la première, c'est parce que tu as envie de trouver la botte secrète, tu vois, que tu trouveras jamais, de toute façon. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Grand Dale Carnegie. Je l'ai lu 5 fois. C'est ça, mais c'est béabatique comme bouquin. Il y a pas de secret de l'univers dans ce truc-là. Pourtant, tu le lis tous les ans, tu comprends t'as un truc différent, tu vois. C'est incroyable, hein. Bah, c'est pour ça que il y en a, c'est des best-sellers et d'autres, non. Après, non, en fait, pour moi, c'est dramatique ce que je veux te dire. Mon avis sur pourquoi un livre devient un livre best-seller, c'est parce qu'un livre devient un livre best-seller quand il devient un écusson valide sur les poitrines des pseudo-lecteurs. Tu sais qu'il y a eu des choses qui sont sorties d'études
plus ou moins officiellement menés par les grands business qui sont des business très très denses que les gens ignorent souvent de revente de livres, le marché gris, enfin, si on peut appeler ça un marché gris. La seconde main, le livre de seconde main est un énorme marché, et d'ailleurs aberrant en termes de quantité. Si on s'en réfère à la capacité d'un humain à lire un livre sans l'altérer physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire un livre théoriquement qui a été imprimé sans laisser des traces. Et ben, si tu t'intéresses de près au marché de la seconde main, tu te verras que l'essentiel des livres en vente sont en état neuf. Ce qui veut, on parle pas forcément des vieux livres. On parle des livres, là, tu vois, notre business de tous les jours tu vas à la Fnac de parler d'eux, tous les jours c'est des bouquins différents de comment se faire des tresses sur le front. Le lendemain c'est comment j'ai vaincu la malaria. Le lendemain c'est comment j'ai fait du copy trading. Enfin tu vois. En fait ces livres-là sont pas lus. Ils sont pas lus. Très peu de gens les lisent. Beaucoup de gens les achètent. Et le pire, beaucoup de gens les offrent. Tu vois. Et je pense que un livre devient best-seller. Je te parle pas des romans. Parce que là, un roman qui devient best-seller, pour le coup, c'est du divertissement dans le sens le plus noble, tu vois. Mais le livre pas non-fiction, putain, chercher le mot depuis tout à l'heure, c'est à mon avis quand il fait bien son job de les 4 accords Toltec. Évidemment, le mec, jamais il a ouvert le livre, il l'a même pas. Tu vois. Il fait gourou un peu. Et tu sais qu'il y a un marché de faux livres. C'est des influenceurs qui ont mis ça, de faux livres dans le sens où, imagine ta bibliothèque, mais ce sont pas des livres, c'est juste des blocs qui ressemblent à des livres que tu mets pour faire genre. Très incroyable. Enfin bref, mais c'est passionnant. Le livre est un indicateur de beaucoup de choses dans la société, en tant qu'objet. Comment les gens en parlent, comment il est vendu, comment il explose à certains moments, à certains événements. C'est plus que juste un contenant intellectuel, le livre. C'est un objet social, tu vois. Et sans citer de nom, 90% de mes proches ont dans leur appartement plein de livres dont ils n'ont lu que 10%. Je te dis. Et je te parle même pas ils n'ont lu que 10% des livres qu'ils ont, et dans les livres qu'ils ont lus, je pense qu'ils n'ont pas lu le livre en entier. Mais ça, c'est ma théorie, tu vois. Par contre, ils vont te les recommander. Ah, mais tu n'as pas lu Père riche, Père pauvre. Précipite-toi à la Fnac. Et tu l'as lu? Non. Mais par contre, je connais le nom. Tu vois ce que je veux dire? Une espèce d'apparat de culture. On me l'avait recommandé. En fait, c'est ça. C'est que tout le monde, d'ailleurs, tu feras attention. Quand on te recommande un best-seller, essaye de bien faire attention à ce qu'on t'en dit. Ensuite, lis le livre et demande-toi si ce qu'on t'en a dit a la moindre cohérence maintenant que tu sais ce que contient le livre. Tu vois. Après, ça dépend de ce que t'attends. Dans ce cas de ce livre-là, tout le long, il est super fort pour mettre en haleine. Et je suis arrivé au bout du bouquin, je me suis dit, mince. Il m'a pas dit ce que je... Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il m'a vendu pendant tout le bouquin qu'il allait m'apprendre, il me l'a pas appris. C'est un peu ça. Kiyosaki, mais tous les livres sont un peu de Kiyosaki sont un peu comme ça. Mais bon. Mais par contre, tout le monde adore d'ailleurs, c'est pas pour vendre ma paroisse, mais tout le monde adore ce concept de père riche, père pauvre. Tout le monde comprend pourquoi lui, il y a eu une scission intellectuelle, si on peut dire intellectuelle, dans son comportement en tant que jeune garçon, élevé, soi-disant, par deux pères, en tout cas exposé à l'approche financière et économique de deux personnes du même âge, mais pas des mêmes... Ça, c'est ça qui plaît aux gens. Parce qu'eux, ils l'ont pas vécu. Eux, Gilbert, leur daron, c'est un cadre moyen de la défense, et ils ont pas de deuxième père, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, la teneur du livre, c'est ça. Le livre, dans ce cas précis, c'est le titre. T'as pas besoin d'écrire le livre. Mais t'es obligé de l'écrire. Si tu veux vendre un livre, il faut écrire le livre, tu vois. Et Kiyosaki est très fort pour te dire 77 fois la même chose. Ça, c'est aussi un truc... Mais bon, moi, j'aime bien le bonhomme, même s'il est dans une sauce pas possible en ce moment, mais l'idée du livre est bonne. Tu vois. C'est souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent l'idée du livre qui est bonne, plus que le livre en lui-même, tu vois. Ouais, non, mais c'est certain. Écoute, c'est super intéressant, et tu parlais de ne pas lâcher un peu ta quête et céder au bruit et aller prendre, et ça, je comprends totalement, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. Et en fait, c'est toute la difficulté par rapport à ce que tu veux accomplir. Il faut accepter de traverser le désert un peu. Et pas faire l'appel des sirènes du truc immédiat et hyper rassurant, et qui est totalement normal de se dire je veux pouvoir m'assurer de payer mes factures, parce que sinon ça peut être ultra anxiogène, etc. Et ça, je comprends totalement. Et tu as parlé de, bien évidemment, passer à l'action, parce que t'as beau faire de l'idéation, etc. Au bout d'un moment, faut se confronter. Comment toi tu fais ça aujourd'hui?
Eh bien, sans effectivement lâcher. Même, en fait, la difficulté, c'est quand tu sais même pas ce vers quoi tu veux aller, t'as pas encore trouvé le truc, mais tu sais que pour l'instant, tu sais ce que tu ne veux pas. Oui, tu sais d'ailleurs souvent d'abord ce que tu veux pas Ouais. et après ce que tu veux. Mais Comment toi tu passes à l'action dans le sens où comment tu fais des pas vers la destination que tu veux emprunter? oui. Alors, on est d'accord hein, pour surtout pas que des gens se hasardent à faire un parallèle avec quelqu'un qui veut juste démarrer dans un business simple avec une intention simple, pas dans le sens négatif, hein, dans le sens unique. Enfin, moi j'aimerais bien faire du référencement sur Google. Bon bah vas-y, tu vois. Si j'étais dans cette peau-là, la première chose c'est d'aller travailler pour n'importe qui veut bien de mes services, non pas pour la personne. Enfin, évidemment, c'est bien de donner de la valeur, mais pour me voir en train de travailler et me rendre compte factuellement de est-ce que le job dans lequel je pense, enfin la mission dans laquelle je pense être en train d'aller, Ouais. me file des boutons ou D'accord. j'ai l'impression qu'elle allonge ma vie, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et c'est d'ailleurs le problème de la situation dans laquelle je me trouve, c'est que j'ai fait pas mal de, on a baldingué, tu vois, on a fait pas mal de choses, donc je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, et la difficulté pour moi, c'est de passer à l'action dans un environnement qui est extrêmement théorique, extrêmement conceptuel et très très peu exécutif. C'est même sa définition. Par contre, je sais ce que je dois avoir fait rapidement pour m'autoriser à dire que je suis en droit de ne pas avoir trouvé, mais que je cherche toujours. Tant que je fais rien, je suis un escroc. Par contre, aller offrir ma créativité, offrir dans le sens proposer ma créativité avec des exemples concrets à des gens pour leur donner de la valeur, c'est quelque chose que personne ne peut m'empêcher de faire. Donc si moi je veux aller dans ce domaine-là, j'ai pas d'excuses. Donc c'est plutôt ça les actions que j'ai. Comme je te dis, je le fais par souci de rapidité et de d'ambiance. Pour l'instant, je le fais pour des proches. Mais c'est un peu ça la première direction. Tu vois. L'action, c'est de, tu sais pas encore quoi, comment exactement tu veux produire ou faire, mais tu sais à peu près dans quel champ tu veux exercer. Va dans le champ déjà. Tu vois, va faire du mouvement. Mais pas pour te raconter que t'as une offre, que t'as un produit, que t'as un personal branding, une bannière LinkedIn, je sais pas quoi, ça on s'en branle, ça sert à rien, tu vois. Enfin, par contre, montre, tu vois, si tu veux être peintre, peins, tu vois, ou au moins achète une toile, tu vois. Enfin, il y a un minimum de trucs à faire. Moi, je suis un peu dans ce schéma-là. Après, j'ai un peu ce sentiment qui est peut-être faux, enfin qui est peut-être biaisé, mais j'ai un peu le sentiment d'être en exploration. Là où je l'avais pas du tout quand j'étais en mode pure sales, je vais déclencher un produit. Je savais qu'il y avait une demande, qu'il y avait une lacune de proposition, mais j'étais dans un truc hyper, tu vois, j'étais dans une cour pavée très droite avec des haies, des immeubles, je savais où j'allais, tu vois. Là, dans le truc où je suis, j'ai l'impression d'être dans une espèce de truc cosmique bizarre où un jour t'avances à gauche mais tu vas à droite. C'est très, j'ai pas de référence en fait, tu vois, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué parce que vu que c'est pas complexe, mais il faut accepter le fait de pas savoir quoi faire. Par contre, c'est comme tu dis, s'il y a pas d'action, alors j'écris beaucoup pour l'instant pour moi, pour m'aider à me situer où j'en suis, tu vois. Mais il y a un moment donné, il va falloir faire pour autrui. Et pas, même si, enfin, bref, il y a des bons et des mauvais côtés à faire trop tôt pour autrui. Quelque chose comme ça, mais si tu veux manifester une capacité, il faut la manifester dans le vrai monde, pas que dans ton esprit, tu vois. Comment tu fixes ta limite? Comment tu te cadres au risque de te perdre ad vitam un peu sur un modèle qui n'existe pas ou qui est difficilement économiquement viable pour X raisons? Comment tu définis un peu les limites de ton cap où tu sais que tu sors de l'exercice? Moi, j'ai qu'une métrique, c'est le temps. Mis de côté aléa, imprévu, quoi que ce soit, mais moi j'ai une deadline. À cette deadline-là, si j'estime ne pas avoir activé une machine, même petite, tant pis, on sait ce qu'on a à faire. Je sais ce que je sais faire et je sais ce que j'ai à faire. Donc en fait, il faut être cash avec toi-même. Et si, parce que moi c'est mon cas, mais si t'es pas seul dans ta vie, entre guillemets, faut que ce soit cash avec tout le monde. Tu vois, ça c'est la grosse erreur à pas faire, c'est être seul au courant du plan, tu vois. Et un peu tenir loin ta moitié ou ta famille dans le sens leur dire vous inquiétez pas, j'ai un truc en cours. Non, faut que ce soit lisible. Les gens sont capables de comprendre ce que tu veux faire. Ils sont pas forcément capables de te soutenir. Dans le sens, ils veulent croire qu'ils en sont capables, mais ils vont pas le faire naturellement. Par contre, t'as pas besoin de leur soutien réellement. T'as juste besoin d'être OK avec le fait qu'ils sont au courant des délais, qu'ils sont au courant des limites, et qu'ils t'ont dit OK.
Moi, si tu m'as dit OK, tu m'as dit OK. Tu vois, c'est un contrat entre guillemets. Évidemment, tu vois, moi j'ai une femme, évidemment, qui est la femme la plus incroyable du monde, puisque c'est ma femme. Évidemment, je suis objectif. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. On a vécu des choses extrêmement diverses et variées, comme tous les couples de long terme. Tu le sais, enfin, tu vois, j'ai été à l'armée. On a plein de choses. Donc, on se connaît dans le sens où on connaît l'équation. Si moi, je dis à ma femme, bon, ben voilà, là, je vais jusqu'à tel moment aller au plus profond possible, chercher ce que je cherche, enfin, essayer de trouver ce que je sais pas encore ce que je cherche, t'as compris. Elle sait que, un, je raconte pas d'histoire sur ce que je suis en train de faire, et deux, sur le délai. Et elle sait qu'elle peut me dire oui ou non, mais qu'une fois qu'elle m'a dit oui, moi, je compte sur ce truc-là, tu vois. C'est comme ça que ta femme d'ailleurs devient ton partenaire, tu vois, et pas juste une personne anecdotique de ton entourage, tu vois, ou ton mari, ou ton enfant, ou ton meilleur pote, ou ton coloc, on s'en fout. C'est les personnes qui partagent ton quotidien, qui sont pas forcément investies dans ton projet, mais qui ont besoin d'être au courant pour pas être encore une espèce de source de jugement, et que t'aies pas besoin d'altérer ton comportement ou ton discours parce que t'as pas envie qu'ils se fassent de soucis. Les gens, ils se font des soucis ou pas, tu vois. Donc faut être honnête avec toi et ton entourage, donc tu te fixes une deadline. Et ça sert à rien de te fixer une deadline si tu sais que t'es pas honnête avec toi-même. Mais ça, les gens, ils se savent. Ça veut rien de ce que je viens de dire, mais ils se connaissent. Moi, je sais que quand je me fixe une deadline, la deadline, elle est réelle, tu vois. Donc j'ai une deadline. C'est pas un moteur pour autant. Moi, je suis pas du tout comme ça. D'ailleurs, je pense que c'est très surcoté ce côté une deadline qui est moteur. Ouais, à voir. Par contre, en dehors du temps, j'ai pas d'autres leviers, tu vois. J'ai très très peu de leviers. Alors je suis d'accord avec toi, mais alors en l'occurrence, je compatis sur une deadline à long terme. Tu sais, c'est la loi de Parkinson, effectivement. Mais par contre, se challenger si on a inventé les sprints dans les méthodes Scrum, c'est pas pour rien. Oui. Alors, bien sûr. Alors, pour moi, une deadline, ok, je vois pour moi, une deadline, c'est pas, ok. Mais je comprenais ce que tu disais. Comment le théoriser? C'est juste pour. La deadline, c'est la fin. C'est en mode, c'est le bout de la piste. Mais t'as pas du tout à aller au bout de la piste. C'est pas du tout ton intention. La deadline de la tâche à accomplir, que tu connais, évidemment, oui, c'est évidemment que c'est de toute façon sans deadline dans ce niveau-là, comment on ferait pour driver des trucs, des humains. Oui, je vois. Le terme, pour moi, c'est un terme, le terme d'une période, mais à tout moment. C'est comme si pendant une grossesse, un bébé pouvait naître à n'importe quel moment. Bah, c'est pas le cas, malheureusement, mais enfin heureusement plutôt. Mais c'est un peu ça de l'état d'esprit. Ce que je voulais partager, c'est que je sais pas si c'est le cas pour toi, mais de ce que j'ai pu vivre et apercevoir, c'est que quand tu as une deadline long terme, c'est presque un piège si tu t'en es pas fixé des jalons plus court-termistes, de dire ok, bon bah là je veux lancer ça. Il y a une différence entre je veux lancer cette activité-là et j'ai les 8 mois qui arrivent et je sais pas trop, j'essaye d'avancer, mais à la différence de ok, là je me donne dans ces 8 mois, les 2 prochaines semaines, c'est pour tester ça. C'est pour aller parler à 1000 personnes et je fais que ça. Et si tu te challenges pas comme ça, la deadline long terme, tu la ressens pas trop parce qu'elle est trop loin et c'est pas trop moteur. Et le risque, c'est d'arriver au bout et de dire, ah merde, j'ai pas fait le nécessaire. Ça m'a pas assez drivé, ça m'a pas assez mis le feu. Ouais, bien sûr. Après, cette notion d'attribution du temps, d'allocation, tu vois, ça marche dans l'exécution. Et pas dans les idées, ouais. En fait, les gens comme moi, entre guillemets, on est très fort à déterminer un point d'allocation de notre temps et à surtout pas le respecter, pas parce qu'on va rien faire à la place, mais parce qu'on va absolument faire autre chose. Mais ça peut être une bonne... En fait, souvent, on fait autre chose parce qu'on s'est mis ça comme sujet. Je sais pas si c'est-à-dire que si on n'avait pas mis ce thème, ce sujet, cette tâche d'allocation de ces 2 semaines, par exemple, on n'aurait jamais été faire autre chose. Tu vois. Donc, en fait, c'est un peu moteur. Mais pour moi, la deadline, c'est juste accepter la défaite. C'est pas vraiment la défaite, mais c'est juste ça, en fait. C'est pas un moteur chez moi. Mais je comprends que ça... Mais après, les jalons, encore une fois, plus tu es dans quelque chose de défini, plus c'est évident que mettre un système, mettre de l'environnement palpable, c'est fort pour toi et ça va t'aider. Tant mieux. Mais quand t'es pas dans un environnement défini, si t'es très très jeune, je te recommande pas. Mais si t'as pris un peu de bouteille, il y a des moments, et c'est peut-être de l'inconscience aux yeux de certains et de la sagesse aux yeux d'autres, il y a des moments où il faut aussi accepter
pas le vide, mais accepter le fait que tu vas produire toi quelque chose. Mais encore une fois, si tu sais que tu te mens en disant ça, tu le sais. J'ai pas besoin de te le dire. Tu vois. Si tu sais que quand tu te dis ça, tu vas jouer à la Xbox pendant 3 ans, je te raconte pas. Il y a pas un moment où d'un coup, maintenant, tu vas devenir le gars qui fait tout alors qu'avant il jouait à la Xbox. Mais ça réinvente pas. Cette peur de rien trouver, de rien voir émerger de ta réflexion et de ton introspection, t'appelles ça comme tu veux, ta quête, c'est ça le moteur. Ouais, bien sûr. Donc si tu te l'empêches, si tu t'en prives en mettant des trucs, des jalons, à 12h47 demain, je fais ci, fais ça. En fait, les gens qui font ça, ils aiment bien brandir le drapeau de la productivité et ils ont raison dans la théorie. Mais en réalité, il y a aussi quelque chose qui n'affiche pas, c'est que c'est du paracétamol. Pour avoir moins peur de ta procrastination, moins peur de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que ceux qui le respectent vraiment et qui sont sincères, encore une fois, il y a que eux qui le savent. Bon, c'est des machines et j'en connais. Genre, moi, je suis admiratif de ce truc-là. Je sais que je suis pas comme eux, par contre. Et c'est pas un jugement de valeur. Ni je les considère comme moins bons, ni je les considère comme meilleurs. Mais par contre, les gens qui se bombardent de ce genre de structure pour éviter d'avoir peur d'être dans un espèce de chaos vide qui est nécessaire à certains moments, s'il y a une deadline, qui est vraiment un coup près, quoi. Moi, je le vois vraiment comme un coup près, la deadline. C'est pas, ça met pas en valeur et en perspective le délai. C'est juste, à un moment donné, ça va tomber, tu vois. Quelque part, ils se privent de ressources, tu sais, comme face au danger, on n'a pas les mêmes réflexes et comportements que dans une situation connue. Face à la contrainte, la créativité se mue et fait des choses très différentes. Le côté très organisé, agenda Google, vert, bleu, jaune, c'est un bon anesthésiant quand t'es dans ma situation. Pas quand t'es dans la situation de quelqu'un qui a besoin de tracer tout droit. Tu vois. Donc encore une fois, le lobby exécutif pur, il va certainement faire des allergies en regardant cet épisode. Mais pour les gens qui ont besoin de réfléchir, c'est quelque chose d'actif, de réfléchir. Mais on a du mal à mettre de la structure comme on sait en mettre dans une to-do list avec des croix dans des cases. Tu vois. Sans jugement de valeur aucun, encore une fois. Les gens qui abattent 1000 tâches par jour, moi je suis content pour eux. Ma question c'est, est-ce que tu t'approches de ton objectif en faisant ça? Et si la réponse c'est oui, fonce. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi en faisant ça, je m'approche pas de mon objectif. Et le nombre de gens qui t'expliquent qu'ils font des listes à 76 cases, qui cochent tous les jours et qui s'approchent pas de leur objectif en faisant ça et qui s'en rendent même pas compte, ils sont beaucoup. Moi je vois tous les jours des gens, pour prendre un parallèle accessible à tout le monde, qui s'entraînent à la salle. Le mot c'est bien s'entraîner. Eh ben, il faudra m'expliquer comment, en 1 an d'entraînement, tu t'es pas approché de ton objectif. Alors que tous les jours, tu viens t'entraîner. Tu vois tu vois où je veux en venir ou pas? Les pratiquants, là. On peut pas pratiquer. On s'entraîne. Okay. Comment c'est possible que tu n'améliores pas, tu vois, c'est un peu pareil dans le monde de la productivité obsessionnelle. C'est comment tu peux aligner des process et des machins sans jamais faire un pas en avant. C'est pas être bon que d'arriver à faire ça, tu vois. Les machines sont faites pour faire des choses récurrentes et extrêmement structurées. Un humain, il est censé, un corps vivant est censé s'améliorer, tu vois. Tu vois, les gens de la salle, genre, moi, il y a rien qui me fait plus mal au cœur que, pour qu'il y ait au moins une nuggets de valeur dans cet épisode, je vais révéler quelque chose que tout le monde devrait déjà savoir, mais ça sert à rien de courir si tu veux perdre du poids. Tu vois. C'est de la bro science, si tu veux. Moi, je te dis, les gens qui courent pour perdre du poids n'ont aucune chance d'en perdre. Okay, on va pas t'expliquer comment perdre du poids dans cet épisode qui n'a rien à voir avec le poids, mais tu les vois, les gens qui courent, qui sont légèrement en surpoids, dont tu peux facilement détecter un complexe peut-être très douloureux chez eux, de leur propre image et de leur propre perception, courir tous les putains de matins à 6 heures au Basic Fit de ton quartier, depuis 10 ans, ils ont jamais perdu un gramme. Ils ont juste perdu confiance en eux. Ils ont juste perdu, tu vois ce que je veux dire? Ils ont des genoux, on pourra rien en faire. Et ils courent, ils suent leur race, et ils se changent la bande son qu'ils ont dans les oreilles, c'est sûrement ça qui les motive pas, et ils augmentent l'inclinaison. Pourquoi? Parce qu'ils savent juste pas comment on fait pour, bref. Mais, tu vois, il y a une espèce de transposition un peu faisable. Alors, pour perdre du poids, pour donner quand même un petit insight, il faut marcher. D'accord? Ou faire du vélo, ou faire ce que tu veux. Tu jongles même. Tu fais des pattes. Ce que tu veux. Mais tu dois être en zone 2 au niveau cardiaque. Il y a 5 zones cardiaques, allez sur Google, etc. La zone, c'est-à-dire la fréquence, sur toute ta fréquence cardiaque, il y a des fourchettes, tu vois. Ouais, bien sûr. La fourchette qui favorise l'oxydation des graisses et donc leur exploitation comme carburant par le corps, la seule qui fait ça, et qui le fait fortement, c'est la zone 2, qui est une zone toute simple en plus. On est béni à ce niveau-là. Donc, peu importe ce que tu fous, littéralement, si tu es en zone 2, tu vas
perdre du fat à condition d'être en déficit calorique. Donc, arrêtez de courir sur les tapis de course et de vous flinguer les genoux, marchez en zone 2. C'est pour ça qu'on a mis des poignées avec des détecteurs de fréquence cardiaque, tu vois. Par contre, faut trouver sa zone 2. C'est un peu le petit piège, surtout si t'es sportif, parce que si t'as un cardio qui a un peu bougé par l'effort, ta zone 2, elle est pas là où est celle des autres. Mais normalement, on peut, avec une formule, un sédentaire basique, avec une formule assez bateau, on détermine par son âge sa zone cardiaque 1, 2, 3, 4, 5, donc là 2. Ouais. Un ou une sportive qui a un peu développé des choses, c'est plus difficile. Ouais. Mais bon, t'es pas dans j'ai pas l'impression que tu sois dans cette problématique de devoir perdre du fat. Non. Mais à tout moment, si ça intéresse quelqu'un dans ton auditoire. Non, voilà. effectivement. Souvent, ce qu'on regarde, c'est la limite où on peut continuer encore à parler en faisant de l'effort. Ouais. C'est vrai, on dit ça. Ouais. On dit ça. Je me suis jamais fait l'expérience. Mais c'est assez facile, à trouver. Ouais. Et c'est bon de le savoir. C'est bon de se rendre compte. Mais voilà. Donc, vous avez peut-être compris pourquoi on vous dit de faire 10 000 pas. Ouais. Oui, mais tu vois, hier, je commentais, c'est marrant. Hier, je commentais, justement, le pote de quelqu'un que j'aime beaucoup sur LinkedIn qui s'appelle Louis Devers. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Qui est un coach sportif. Ok. Et qui disait ça. Les 10 000 pas. Mais les 10 000 pas, c'est pas magique. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que pourquoi on recommande les 10 000 pas? Évidemment, c'est bien. Mais il y a plein de gens qui se mettent quasiment automatiquement en zone 2 en faisant 10 000 pas sans s'en rendre compte. Donc, qui ont les bénéfices absolus de l'exercice. Et d'autres non. Et le problème des autres non, c'est qu'ils vont ils vont les faire les 10 000 pas. Et ils vont pas avoir ce qu'ils cherchent. Alors il suffit juste qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi les mecs comme moi, par exemple, moi je fais beaucoup de pas et j'en fais le plus possible sur tapis. Quand j'ai pas le choix, je les fais dans la nature et je suis très content. Mais quand je vais dans la nature, j'ai autre chose à foutre que de penser à mon nombre de pas, tu vois. Pourquoi je les fais sur tapis? Parce que sur tapis, je maîtrise absolument tous les paramètres, tu vois. Donc, je peux déjà avoir des éléments de distraction, de contenu, de ce que tu veux, mais surtout que je peux être pile où je veux dans ma fréquence cardiaque, sans avoir à me bousiller les genoux, donc en rajoutant de la difficulté par inclinaison plutôt que par vitesse, etc. Enfin, tu vois. Et il y a ce côté de je vais tout droit. Et c'est très dur, essayer de le faire dans la vraie vie, d'aller juste marcher et de maintenir une fréquence cardiaque régulière. Pourquoi? Parce que tu vas t'arrêter. Il y a un moment donné, ça va monter. Il y a un moment donné, ton fils, il va faire tomber sa gourde, etc., etc. Et donc, tu te retrouves dans une espèce d'exercice irrégulier qui va pas avoir les mêmes vertus qu'un truc complètement impur. On a quand même atterri sur ça, après la question que tu m'as posée. Ouais, mais bon, je pense que c'est sous-côté. La zone 2, c'est sous-côté. Vraiment. Et si vous avez un ami ou une amie, alors c'est dur comme conversation, hein, mais si vous avez un ami ou une amie en surpoids, en complexe de surpoids, que vous sentez qu'il ou elle se débat un peu, là, qu'elle est en train de scroller sur Insta, à se complexer encore plus, et qui va se détruire à la salle 3 fois par semaine en faisant n'importe quoi, dites-lui juste de venir avec vous et aller tous les jours ou tous les 2 jours faire 45 minutes ou une demi-heure, si vraiment vous n'avez pas le temps, de zone 2, en déterminant chacun respectivement vos zones 2. Vous allez voir, mais c'est violent les résultats, genre. Vraiment. C'est l'oxydation des graisses. Parce que les graisses, les gens savent pas, sont pas disponibles comme carburant par défaut. Pour les rendre disponibles par défaut, comme carbu, c'est-à-dire comme ressource d'énergie, il faut les oxyder. Et il y a pas beaucoup de phénomènes qui oxydent les graisses. Et en tout cas, courir, les amis, c'est pas du tout ça qui fait que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait mal au cœur, hein, quand tu vois les mecs courir. Ouais, je sais. Alors c'est bien pour le cardio. On va pas se mentir, il y a plein de bénéfices. Mais ils courent pas pour le cardio. Ils courent parce qu'ils ont envie de s'apprécier différemment, plus confiants en eux-mêmes, etc. Bien sûr. Donc, voilà. Peut-être que j'aurais dû faire coach. Je verrai. C'est exactement ce que si jamais j'atteins ma deadline et que ça marche pas, je fais ça. Ouais, mais en tout cas, c'est super intéressant et tous les sujets sont liés. Et l'entrepreneuriat, c'est une sorte de sport sans tomber dans le cliché et tout ça est extrêmement lié. Super intéressant. Écoute, ça me fait le pan logique et naturel d'aller vers tes bottes secrètes finalement, discuter de plein de choses, mais sans en parler concrètement. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour progresser? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que tu as senti et testé pendant toutes ces années-là et qui aujourd'hui te correspondent véritablement? Comment tu fais pour aller dans la bonne direction et que tu aies des résultats dans ce que tu fais? Alors, botte secrète, je sais pas. Si pour donner un truc ultra activable au moins, être moins dans la surthéorie, dans le sales par exemple, ce qui moi m'a fait le plus comprendre et progresser le métier que je pratiquais, c'est à quel point ça n'est qu'un sujet de comprendre. Quand c'est du pur Carnegie, mais
que tu sois dans la vente, même dans le marketing ou que tu montes ta boîte, ton seul objectif, c'est de comprendre la personne à qui tu vends. Mais comprendre vraiment, genre, toutes les strates de tout ce qui peut être. Et très vite, t'es confronté à des informations qui sont pas totales. On va pas tout te dire. Donc, comment tu vas chercher tout ça? Donc, dans le sales, comment j'ai fait pour progresser vite et aller très vite chercher des niveaux élevés, c'est en apprenant pas seulement à écouter activement, comme ils adorent dire partout, écoute active, c'est ce genre de terme qui me tendent intellectuellement, mais c'est surtout à comment, tout en écoutant, être capable, parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on a un répertoire, parce qu'on pratique, comme tu dis, un sport, à poser des questions qui font délivrer de l'information et pas, il n'y a pas de botte secrète question. Mais il y a des gens qui savent te faire parler et d'autres non. Tu vois. Et chez certains, c'est naturel. Mais quand c'est pas naturel chez toi, ou quand tu as besoin d'exacerber ce point-là, bah, tu peux le travailler. Donc ça, c'est pour donner un tips aux sales qui poseraient toujours les questions qu'on leur a données en script et qui n'ont pas encore compris que c'était pour ça qu'ils étaient pas bons. Les gens sont des livres plein d'informations inintéressantes qui peuvent vous donner accès à des informations intéressantes. Tu vois, c'est un peu essayer de trouver ton chemin dans les infos. Après, dans le reste de la vie, en dehors du sales, c'est quelque chose, tu sais, c'est les fameux posts qui commencent par unpopular opinion. Depuis 1 an, j'ai mûri. Enfin, j'estime que c'est de la maturité. D'ailleurs, je n'ai jamais été autant dans le cosmos chaotique en termes de projets et de chercher des trucs que depuis cette période-là. Parce que j'ai été entouré, confronté à des esprits plus challengeants qu'avant, peut-être. Aujourd'hui, j'ai un truc en tête, c'est que y a rien de plus... Comment l'expliquer? Je suis obligé de mettre de la péjoration. Il y a rien de plus faible intellectuellement qu'une opinion. C'est pas un truc qui date d'il y a 10 ans dans ma tête. Que d'avoir une opinion, pas qu'une opinion. Une opinion, c'est que un état de ta connaissance, ton interprétation, ta sensibilité et ta fonction neuronale actuelle. Parce que demain, tu te fais un petit AVC des familles, tu vas voir, tes opinions, elles vont vachement bouger. Et on est dans un espèce de système actuel, pas de système, mais d'ambiance actuelle, où l'opinion est presque une espèce de biopsie de ton intelligence, de ton être, de ta position. Alors que il n'y a pas un gars sur Terre qui a une opinion qui n'est pas partagée avec d'autres, déjà. Et, petit 2, qu'est-ce qu'on s'en carre de ton opinion dans le monde, tu vois. Et petit 3, ça sert à rien, en fait. Si tu regardes bien, ça ne sert qu'à te limiter et à te figer. C'est très sclérosant, une opinion, en fait. Alors là, encore une fois, désolé, je suis parti dans le délire, mais je vais déboucher sur le reste. Il n'y a rien de plus faible intellectuellement que d'avoir une opinion, et il y a un seul truc qui est en dessous, c'est de la donner sans qu'on te l'ait demandé. Alors ça, c'est magique. Non mais en fait c'est factuel, c'est-à-dire qu'en fait si tu acceptes cette vision-là, et c'est une opinion. Donc tu vas me dire oui, mais alors là on peut faire un AVC. Mais si tu vois quelqu'un qui donne son opinion sans qu'on la sollicite, il faut que tu acceptes que cette personne ne va jamais t'élever intellectuellement. C'est hardcore ce que je te dis. Mais imagine demain je t'oblige de vie et de mort. Non, je sais pas comment dire. Tu meurs si tu n'appliques pas ce que je viens de te dire là. Joue-toi à ce jeu un peu extrémiste et tu vas te rendre compte qu'en fait il est plutôt fonctionnel, tu vois. Donc ça c'est un premier truc. À quoi ça m'amène ça? Ça m'amène à me dire que mes opinions, je ne leur accorde plus de valeur. C'est un phénomène déplaisant, c'est un symptôme déplaisant, c'est que tu te désintéresses de beaucoup de choses. Du coup, d'un coup, t'en as plus rien à foutre de la politique. Je vais me faire plein de potes, du bio, de l'écologie, de machin. T'es plus sur est-ce que ces sujets t'intéressent pour avoir une bonne petite opinion bien brandée, tu sais, avec un fil que t'as torsadé avec les ciseaux de ta maman. T'es dans la compréhension. Et là, tu rentres dans le monde des gens qui acceptent, et c'est très dur, et ça, c'est perturbant, de remettre systématiquement en question ce qu'ils croient savoir. Puisque de toute façon, tu ne feras que croire savoir. Je suis désolé si c'est moi qui le vois. Tu ne feras que croire savoir et tu ne sauras jamais rien, mais ça, c'est de la philosophie. Mais par contre, c'est tellement puissant si t'es dans un business, si t'es dans une problématique ou dans la recherche d'un produit. Si tu assumes que ce que tu sais, c'est temporaire et que ton job, c'est de le remettre en question régulièrement, déjà, c'est vachement ludique, entre guillemets, et surtout, tu prends une avance, mon ami, sur les gens qui est monstrueuse. Ça veut pas dire ne plus exister et dire tout ce que je dis, c'est de la merde. Non, c'est OK, j'ai fait ça. Partons du postulat que ça, finalement, c'est faux aujourd'hui. Ça va le devenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
t'as pris la tangente, t'as pris l'avantage sur tous ceux qui veulent dire, ah non, tu sais, c'est ce fameux, la conduite du changement, là, c'est dans les entreprises, ils payent des gens pour masser le cerveau des gens qui veulent pas que ça change, tu vois. Mais si t'es déjà en train de remettre en question ce qui existe, tu vas aller tellement plus loin. Bah, des fois, tu verras que ça va pas changer. Tu vois, ça tient dans le temps. Et en fait, ce qui devient la vérité au fil des siècles, c'est ce qui ne change pas. Mais 99% des choses changent, tu vois. Les scientifiques, par exemple, on leur attribue de manière un peu violente le côté rigide. Genre, oui, mais vous dites que c'est comme ça, alors que peut-être qu'on va découvrir dans 200 ans que c'est autrement. Enfin, et en fait, eux, ils sont pas du tout rigides. Eux, ils essayent de poser des jalons pour qu'on les contredise. Eux-mêmes, parfois, contredisent leur propre théorie. Tu vois un peu l'état d'esprit. Mais tant qu'on n'a pas travaillé sur un sujet, on peut pas le remettre en question. Donc, ma botte secrète, entre guillemets, généraliste, c'est ce que je sais déjà, c'est mon devoir de l'étoffer en le remettant en question. Et il y a une technique qui est pas mal à ce niveau-là, c'est d'aller parler avec des gens qui sont pas d'accord avec toi. Mais il faut trouver des gens intelligents qui sont capables de discuter. Ouais, qui acceptent. Ouais. Parce que moi, je m'interdis une chose, et je suis très mauvais à respecter les règles que je me fixe. J'ai pour interdiction de débattre. Je pense que le débat est un frein monumental à l'intelligence. Je dis pas qu'il est pas utile, qu'il est pas divertissant, je m'en fous, qu'il est pas fonctionnel. Mais débattre ne fera pas avancer, même si tu dis, ouais, mais il y a quand même une part de créativité, et oui, peut-être. Mais pour remettre en question tes idées, débattre, c'est pas bon. Par contre, discuter et comprendre, ça rejoint ce truc de c'est ce que je disais. Essayer de vraiment comprendre pourquoi la personne qui est en face de toi, qui est sincère, hein, elle pense pas comme toi, sans pour autant embrasser sa vision et devenir son apôtre. Pourquoi ça va forcément élever en fait ta propre connaissance des choses, tu vois. Et puis de s'intéresser à, c'est peut-être parce que je suis un peu en plein de Vinci en ce moment, mais on s'intéresse pas assez à des choses basiques. Genre, je vais te donner un exemple. Te poser des questions que personne se pose, dans le sens sur ce que tu fais, hein. Genre toi, ton domaine. Est-ce que tu sais pourquoi? On en parlait en off, donc c'est pas une vraie question. Est-ce que tu sais pourquoi le SM7B est le micro qui se vend le plus dans le monde? Bah, pose-toi vraiment la question. T'es dans un champ qui t'intéresse forcément. T'es dans ta sémantique, t'es dans ton domaine d'expertise. Mais le jour où tu vas aller faire tes recherches, déjà tu vas apprendre 10 000 choses d'autres que pourquoi le SM7B est le micro qui se vend le plus dans le monde. Et en plus, tu auras la réponse à ta question. Et tu seras le seul de ton entourage. Tu vois, et tout ça va t'amener une espèce d'épaisseur petit à petit, qui pour moi est la manière de faire avancer l'expertise est un peu une fraude. C'est-à-dire que les experts qui font jamais grossir leur expertise, tu vois, ils sont un peu... personne n'est jamais vraiment arrivé à la fin, tu vois. Donc voilà, je sais pas du tout si on a répondu à ta question. T'as compris l'idée, tu vois. Ouais. Et ça marche avec tous les domaines. Hein. Vraiment, le truc le plus béabatique du monde, tu peux te poser des questions, ça va du pourquoi le ciel est bleu à pourquoi on a toujours fait livrer tel matériau par les camions plutôt que... Enfin, je te demande pas de me trouver la formule magique qui va révolutionner ton industrie, mais c'est en te posant des questions un peu bêtes que tu vas dénicher des informations qui te manquent. Et tout ça, ça rejoint aussi le monde des idées, qui est souvent à l'origine des plus belles boîtes, hein, quand même, les idées, on va pas se mentir. Et il y a cette fameuse phrase de Paul Graham, tu vois qui est Paul Graham, donc fondateur de Y Combinator, essayiste renommé dans l'entrepreneuriat et dans la tech, qui dit qu'on ne peut pas avoir une bonne idée de start-up, on peut que la remarquer. Et en fait, on remarque des idées manquantes, entre guillemets, en faisant ce que je viens de te dire là, en cumulant les informations, en les croisant, mais de manière presque innocente. Tu vois ce que je veux dire? Presque juste par intérêt, par curiosité. Donc je dirais curiosité et remise en question permanente, sans que ce soit du flagellement bête de ce que tu crois savoir, et avec cette espèce d'aversion, au débat, et 2 à l'opinion. À ton opinion. Les autres, ils ont du temps. Toi, tes opinions, elles te feront pas avancer. Moins tu les mets dans ton quotidien business, plus c'est important. Tu vois. Je parle pas de dignité, de valeur, etc. Attention, tes limites sont des choses, c'est pas des opinions. Mais ton opinion sur l'écologie, tout le monde s'en tape. Mais littéralement, tu vois. Même l'inventeur de l'écologie s'en tape. Donc, peut-être c'est pas utile d'utiliser 27 minutes de ton temps aujourd'hui pour l'étaler. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Si on arrive à quantifier le temps que nos opinions nous prennent, je pense qu'on serait tous à la NASA, en fait, si on avait utilisé ce temps-là pour devenir ingénieur, tu vois. Donc voilà.
Je comprends, super intéressant. Écoute, merci beaucoup. Je pense que ça parlera. J'espère. S'il y en a un qui ça parle, écrivez-moi. Pour en discuter. Basile, merci beaucoup. Dernière question, pardon, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour un futur épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse qui aurait des choses à venir nous partager sur cette thématique qui est de recommencer from scratch? Ouais. Alors, d'instinct, je te citerai Matteo De Oliveira, donc que tu connais, qui est un sacré bestiau. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut avoir à l'œil, pas forcément dans des questions d'admiration, c'est quelqu'un qui va faire des choses, j'en suis persuadé, et je suis pas devin, mais il y a cette espèce de côté assez fascinant il est pas drivé par l'oseille, il est pas drivé par le virtue signaling, il est pas drivé par des choses sombres, entre guillemets, et en fait, mine de rien, il reste pas grand chose à part la créativité et le sens, tu vois. Et c'est un peu ça, moi, qui m'attire. Donc, forcément, c'est ma cam. Les gens qui sont dans l'e-commerce, ça va peut-être pas leur parler. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a le talent de la conversation. C'est ce qu'on appelle développer de l'intelligence. Développer de l'intelligence, ça veut pas dire être intelligent soi-même. C'est-à-dire être capable d'utiliser la conversation pour mettre sur table des termes qui vont peut-être être utiles à des gens. Donc, Matteo, c'est d'ailleurs, moi, je l'oblige à venir dans ton podcast si tu le sollicites. Et sinon, je te citerai bien une autre personne. Mais c'est surtout parce que c'est une personne qui un jour a osé me dire que elle aspirait à être, tu vois, conférencière et utiliser son art oratoire et son art d'écriture pour faire quelque chose, qui est une personne qui pète un peu sur LinkedIn, s'appelle Kelly Zizin. Okay. Je sais pas si tu vois qui est une copywriter, qui a une histoire un peu particulière, et que je regrette de ne pas encore voir s'être exprimé réellement dans un podcast. Okay. Alors que pour avoir eu des conversations riches avec elle, en off, il est temps que la lumière se pose sur elle. Et comme je sais que tu es un précurseur et que tu as la chance d'avoir eu des gens pour la première fois en podcast dans leur histoire podcastique, pour citer personne, comme, je sais pas, Eric Larchevêque, par exemple, ce serait bien qu'elle passe en premier chez toi, parce que j'ai ressenti beaucoup de bienveillance ici, donc elle serait tout à fait safe. Et c'est quelqu'un qui a pas mal de trucs, je pense, à raconter et à expliquer. Donc Kelly Zizin, copywritrice ou copywriter, et Matteo De Oliveira. Okay. Recommandation totale. Écoute, Mathéo, je suis déjà en contact. Il est ferré, c'est bon. Il est ferré, et puis Kelly, on va voir ça. Je te mettrai en relation si tu veux, sans problème. Carrément. Basile, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre? Ouais, merci à toi déjà. On peut me retrouver à la seule condition de s'abonner à ta chaîne YouTube et à tes réseaux. On a tendance à oublier de préciser, mais c'est comme ça qu'on rend épais une accumulation d'épisodes de podcast et de travail. On peut me retrouver sur LinkedIn uniquement pour l'instant. Okay. Je suis nulle part ailleurs. Basile Vierne, tout simplement. Et si quelque chose dans cet épisode vous a aidé, plu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours intéressé d'avoir les feedbacks. Et encore grand merci à toi pour cet accueil et cette qualité. Et puis, quand est-ce que toi, tu passes dans le podcast de quelqu'un d'autre? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Bah, écoute, j'en ai fait un il y a quelques semaines. T'es passé chez qui? Ah, mais il est peut-être pas encore. Si, Maxime Waflar, tous entrepreneurs. Mais, je connais pour l'instant, je suis pas sollicité pour passer mais il est temps, sur des médias. Ok, ça marche. Ok. On y remédiera. Ouais, ça marche. Basile, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Thibaut. C'était vraiment top. J'ai adoré cette conversation. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, comme vous l'a dit Basile, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre les différents réseaux pour ne rater aucun autre épisode. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!